Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce déjeuner de presse organisé par le Club des juristes. Donc tout de suite une mise au point. Le but de cette rencontre, ce n'est pas de vendre le projet de loi travail ni de le descendre. En un mot, vous avez en face de vous 4 personnes, dont 3 juristes, qui en principe connaissent un peu le droit du travail et qui vont essayer de décrypter les multiples questions, c'est le moins qu'on puisse dire, que pose le projet de loi travail. Et là, la question, évidemment, c'est, en ce qui me concerne, j'ai des étudiants qui m'ont souvent interrogé à Sciences Po, à la Sorbonne, sur que pensez-vous de loi El Khomri. J'avoue qu'en ce qui me concerne, on a tous notre opinion, mais là, ce n'est pas le but de l'opération. C'est la loi El Khomri, il y a des choses intéressantes, des choses moins intéressantes et des choses assez désagréables. Donc là, avoir un jugement global, je trouve ça un petit peu rapide. Alors à partir de là, par exemple, moi, ce qui m'a frappé dans les remarques que j'ai entendues ici ou là, c'est... ça va être, outre les choses excessives, le retour au 19e siècle, ou alors c'est l'instrument essentiel, lutte pour l'emploi. Exemple, c'est ce qui a justifié cette conférence de presse, c'est, il paraît que ça serait l'inversion de la hiérarchie des normes. Alors, il ne me semble pas que ça soit l'inversion de la hiérarchie des normes. Donc, pourquoi l'exercice sera difficile? Rassurez-vous, vous n'aurez pas droit à un exposé trop long, on va passer après aux exposés et aux questions-réponses. C'est premièrement, c'est un texte extrêmement volumineux. Et là, on va en parler dans un instant. Ce volume va générer sans doute des surprises, d'où les surprises qu'ont généré ce projet de loi. C'est les Français attendent un code du travail plus mince. Là, vidons l'abcès, le futur code du travail ne sera pas plus mince. Il sera, de par la nouvelle configuration du code, il sera forcément plus gros. Et c'est là l'une des questions. Ça sera plus clair, ça donnera des marges de manœuvre, mais ça sera forcément plus gros. Donc ça fait partie de la difficulté de l'exercice. Il va de soi qu'on répondra à toutes vos questions, mais on va centrer, si vous voulez bien, sur les questions essentielles. Grosso modo, ce sera les accords majoritaires, les accords de défense de l'emploi, le plafonnement, le licenciement économique, enfin, mais il va de soi qu'on répondra à vos questions. Vraiment très volumineux. Si j'étais méchant, mais les universitaires et les journalistes ont une qualité en commun peut-être, ou un défaut, c'est qu'on a un esprit critique assez développé. Et grosso modo, moi de mon temps, il y a très longtemps, on aurait appelé ça une DDoS, parce que ça touche la médecine du travail, ça touche le détachement. Bon, c'est un texte dont l'unité parfois est relative. Et si j'étais extrêmement méchant, je dirais que c'est un texte paramétré 49.3, parce qu'on voit assez mal finalement comment l'Assemblée pourrait délibérer valablement sur un texte aussi long et hétérogène. Deuxièmement, vous êtes journalistes sociaux pour la plupart d'entre vous. Donc ça veut dire que le projet de loi tel qu'il est a déjà été adopté par la Commission des affaires sociales avec un chiffre d'amendements, grosso modo, si j'en crois certains d'entre vous, 305 amendements ont déjà été adoptés, et c'est à la Commission des affaires sociales. Et certains amendements, donc sur environ 1010 d'après l'Assemblée. Donc ça c'est en Commission des affaires sociales, et le rapporteur dont je dois saluer l'exceptionnelle performance, je ne connaissais pas M. Sirug, et je me disais, vraiment, il va à Canossa. Bon. Et M. Sirug a réussi à mener sa barque de façon tout à fait exceptionnelle. Et j'avoue que j'étais surpris par cette capacité à trouver du consensus sur des chiffons rouges qu'on nous avait soulignés auparavant. Et terminons là-dessus, c'est ça le problème de cette loi, c'est que cette loi a généré des commentaires extrêmement acides en forme de réflexe pavlovien. C'est-à-dire que c'est soit abominable surtout, soit génial parfois. Et donc là, on est dans une guerre de religion assez franco-française. Cette guerre de religion, et là on aborde le fond du débat, c'est ceux qui croient au dialogue social, ceux qui n'y croient pas. Le commentaire que je ferai de cette loi, ce sera celui-ci. Et là, je me tourne vers les juges, et c'est l'une des grandes questions, c'est que les Français ont une habitude de top-down, de hiérarchie, qui n'est pas le cas forcément aux États-Unis, en Allemagne ou autre. Et résultat... Et c'était le cas pour les juges français jusqu'au 25 janvier 2015. Les spécialistes reconnaîtront l'arrêt de revirement sur les avantages catégoriels. Eh bien, pour les juges, de nombreux juges en France, y compris au plus haut niveau, il y avait finalement une négociation collective d'entreprise. C'était une décision patronale habilement cachée. Et alors, évidemment, si c'est ça, si on pense qu'une négociation d'entreprise, c'est une décision patronale habilement cachée, à ce moment-là, c'est tout le projet qui tombe par terre. Parce qu'à ce moment-là, il vaut mieux être franc et dire... Et c'est là où moi j'avoue que je suis un peu surpris, c'est que cette loi nous dit qu'il faudra un accord majoritaire, en principe majoritaire à 50%, donc on augmente, et à mon avis de façon extrêmement, on va dire, téméraire ou osée, c'est que sur beaucoup de sujets, je ne suis pas sûr que les syndicats soient prêts à signer 50%. Mais on augmente à 50%, ce qui fait que la barre est extrêmement haute,
Et ça veut dire que les accords négociés, moi c'est là où je suis un peu surpris, c'est que si on dit que les accords négociés, dans les commentaires que j'ai vus, c'est le patron pourra, le patron pourra, le patron pourra. Bah ça veut dire qu'une négociation collective à 50%, c'est le patron qui peut. Et moi, il me semble que dans les entreprises, y compris pas les TPE dont on parlera presque pas parce que c'est pas le but de la négociation, mais il me semble qu'un accord à 50% dans les entreprises de plus de 300 personnes, c'est pas facile du tout à obtenir. Du tout. Donc c'est ça la grande idée. Et il va de soi que si jamais on part du principe que la négo-entreprise, c'est une négociation avec des syndicalistes incompétents ou stipendiés par l'entreprise, à ce moment-là, tout tombe par terre. Ça va de soi. Alors, comment va se dérouler cette conférence de presse? Alors, je vous fais remarquer d'abord qu'il y a 3 femmes et un seul homme. Donc, que fait la police? Chez les sociaux, Agnès Bellassi-Guéret me dit que c'est normal. Et donc, voilà comment ça va se passer. Je vais me permettre de vous infliger un exposé stratosphérique de professeur normal pendant une dizaine de minutes pour cadrer un peu la loi. L'idée générale, ça sera, quand on me dit que c'est une loi révolutionnaire dans un sens ou dans l'autre, c'est une loi qui s'inscrit exactement dans le prolongement de ce qui a démarré en 82. Si vous aimez Edgar Faure, c'est le changement absolu dans la continuité ou la continuité dans le changement. Il n'y a aucune rupture dans cette loi. Aucune, par rapport à avant, il n'y a aucune rupture. Il y a une avancée, une reculade, ça dépend, on va le voir. Mais il n'y a aucune rupture normative. Deuxièmement, je passerai la parole à Agnès Bellassi-Guéret, que je remercie. Elle a plusieurs qualités. D'une part, elle est professeure d'économie à Paris 1, donc c'est forcément quelqu'un d'exceptionnel. Deuxièmement, elle est présidente déléguée du Conseil d'analyse économique qui est relié à Matignon. Et donc là, j'insiste, Agnès a bien voulu venir ici pour nous expliquer les travaux qu'ont fait le CAE et qu'est-ce qu'a fait le CAE par rapport au sujet d'aujourd'hui. Donc elle prendra la parole et je vous renvoie, si vous le souhaitez, au numéro droit social qui vient de sortir d'avril 2016. C'est un colloque que j'ai organisé avec Olivier Favreau et Pierre Cahuc, un colloque juriste-économiste. Et le sujet était droit du travail, croissance et emploi. Donc dans votre document, dans votre dossier, vous avez quelques éléments là-dessus. Et donc Agnès Bellassi-Guéret nous dira en une dizaine de minutes aussi, avant de répondre à vos questions, l'opinion du CAE là-dessus. Enfin, last but pas du tout least, pas du tout, Claire Scoton est haut fonctionnaire au ministère du Travail et c'est elle qui pilote avec Yves Struyou l'ensemble de la loi El Khomri. À partir de là, donc finalement, comme on a entendu beaucoup de choses extrêmement négatives sur El Khomri, je pense qu'on passe la parole à la défense. Donc sur les thèmes qu'on lui proposera, elle répondra à vos questions sur... Et moi, il y a plein de choses qui sont intéressantes. C'est quand j'ai vu, par exemple, dans l'avant-projet de loi, qu'on va fractionner le repos quotidien, je suis tombé de l'armoire. Parce que là, c'est fractionner le repos quotidien, alors là, on touche le fond du trou. Et puis on se demande pourquoi. Et là, on s'aperçoit effectivement qu'il y a des cadres autonomes qui ne se couchent pas tous à 22 heures, qui prennent l'ordinateur à 21 heures. Bon. En un mot, ce que je voudrais, c'est sur certains points qui font polémique, expliquer pourquoi le législateur s'est saisi de ça. Et quand on comprend pourquoi, on n'est pas d'accord sur les solutions. On est d'accord, c'est pas ça la question. C'est qu'on comprend mieux le cheminement du législateur. Et puis, donc, ça sera Claire qui répondra à vos questions. Et puis, à ma gauche, Amel Barbara, qui est membre du Club des juristes, qui est une qualité essentielle, mais qui est aussi avocate associée au cabinet Auguste de Bouzy. Et c'est là qu'elle a créé le département droit social. Voilà. Donc, en un mot, on va commencer par une métaphore habituelle. Le droit, c'est le reflet et le modèle d'une société. C'est le reflet et le modèle. L'ensemble des lois depuis 82 sont le reflet de l'évolution de la société française. Ça veut dire que la société française est sur un modèle hiérarchique, ce qui n'est pas forcément le cas dans beaucoup d'autres pays. Et ce modèle hiérarchique avait un reflet dans les normes, qui était la hiérarchie des normes, qui était le sens unique. C'est la norme inférieure était forcément plus avantageuse que la norme supérieure. Selon l'expression d'un syndicaliste avec lequel j'ai fait cours à Paris 1, dans le cas de la formation prud'homale, moi je me tue à expliquer l'ordre public social, et il a dit, écoutez, c'est très simple, c'est plus ça descend, plus ça monte. Extrêmement pédagogique. Plus on descend dans les sources, plus les avantages doivent monter. Ça, c'était un sens unique, obligatoire, qui avait le mérite d'une simplicité biblique. D'accord ? C'est si t'es pas en dessous, t'es nul. Ça a duré jusqu'en 82. Et grosso modo, si j'osais, dans un rapprochement un peu inédit, c'est la loi d'aujourd'hui, le projet de loi, pardon, ça a commencé avec les lois routes 82. Et donc là, je vais faire deux parties de 2 minutes.
La première partie, c'est les lois Auroux sont un tremblement de terre, parce que les lois Auroux ont inventé ce qui est multiplié par 10 par la loi El Khomri, ce qu'on appelle la dérogation à la loi. Et dans un second temps, on verra que les répliques sismiques, c'est la loi de 2004, la loi de 2008 et la loi de 2016. Alors, en un mot, qu'est-ce qui s'est passé? L'acte 1, c'est le CNPF de l'époque qui vient voir M. Auroux en disant, écoutez, il va y avoir beaucoup de chômeurs, il faut favoriser la flexibilité interne plutôt qu'externe. M. Auroux a accepté ce deal et donc a autorisé ce qui était une révolution dans le travail. Une révolution, ça change tout, plus rien n'est comme avant depuis. Par accord collectif, j'insiste beaucoup, j'y reviendrai, par accord collectif, pas par accord individuel, par accord collectif. De déroger à l'époque, c'était la modulation. Donc l'idée, c'est on déroge à la loi par accord collectif. Ça, c'est 82. C'était un séisme. Pourquoi un séisme? Parce que ça veut dire que un délégué syndical avant était forcément très populaire. Il ne pouvait signer que mieux, selon l'expression de mon même délégué qui avait un sens de la formule exceptionnelle. Au pire, c'était mieux. Pourquoi au pire, c'était mieux? Même un délégué mauvais, etc., il signait un texte qui était borderline sur le plan légalité. Eh bien, à ce moment-là, ce qui était illégal sautait, mais les avantages restaient. Je signais un texte illégal avec un abaissement des salaires impossible à l'époque, et contre 3% pour telle personne. L'abaissement illégal sautait, le 3% restait. Donc, voilà pourquoi aussi les délégués syndicaux ont une fonction aujourd'hui radicalement différente. Plus rien n'est comme avant, plus rien, depuis le loi Auroux de 82. Dérogation à la loi, acte 1. Dérogation à l'accord collectif supérieur, et donc là, c'est pas la loi El Khomri, c'est la loi du 4 mai 2004, la loi Fillon. Depuis la loi Fillon, et là, c'est quand il faut rectifier le tir de ce que j'entends ici ou là, depuis la loi Fillon, le principe, c'est pas l'exception, le principe, c'est qu'un accord d'entreprise peut déroger à l'accord de branche. Donc la loi El Khomri va beaucoup plus loin peut-être, mais le principe depuis la loi du 4 mai 2004, ça fait 11 ans, c'est qu'un accord d'entreprise peut déroger. Sous réserve, je vous rappelle, des mesures anti-dumping social, je peux déroger à tout, sauf aux salaires minima et aux classifications, pour éviter un dumping social au sein de la branche. Et ça, rien n'est changé dans El Khomri. Sur ce terrain-là, rien n'est changé. Ça fait 11 ans que ça existe. Ça, c'est l'acte 2. Et là, allons-y, arrivons dans El Khomri. Suivez mon regard. Acte 1, 82, je déroge à la loi par accord collectif. Acte 2, 2004, je déroge par accord d'entreprise aux accords de branche. On voit venir gros comme une maison l'acte 3, qui sera pour moi la fin du droit du travail. Et c'est pour ça qu'il faut y réfléchir. Et puis avec la loi El Khomri, il apporte sa pierre pour empêcher ça. L'argument est le suivant, c'est Cosette est morte, Thénardier est mort, Lointier est mort. Donc il faut changer. Et donc allons-y, et méfiez-vous de ce qu'on appelle le word choice dans certains pays étrangers, l'opt-out en droit communautaire, et nous y voilà. C'est est-ce qu'il ne serait pas bon que finalement, on commencerait par une catégorie de cadres, évidemment, hein. Est-ce qu'il ne serait pas bon qu'un cadre, et là je pense à mes étudiants ultra favorisés de Sciences Po, de la Sorbonne ou des Mines, ils ont des volontés d'équilibre vie professionnelle. Je vous donne un exemple réel. J'ai fait un sondage parmi mes étudiants, donc ils sont ultra privilégiés. En un mot, c'est les entreprises cherchent plutôt ce type de personnage. Qu'est-ce que vous préfériez? Une prime de la convention collective de branche à 6 000 € par an, ou avoir le vendredi après-midi et le lundi matin libre? La réponse a été, mais ça va de soi, quoi, d'accord? C'est, on préfère de très loin renoncer à la prime et avoir une vie professionnelle équilibrée. Donc je crois qu'il faut faire attention, et c'est là où on rejoint la loi El Khomri. C'est que ceux qui disent la loi El Khomri décentralise le dialogue social. Oui, mais elle décentralise le dialogue social. Juste ça n'a rien d'un scoop pour ceux qui connaissent, mais c'est quand même assez impressionnant, littéralement pour ceux qui ne connaissent pas. Vous savez qu'aujourd'hui, au sein de l'UE, il y a une révision qui dure depuis 10 ans, c'est la révision de la directive temps de travail. Eh bien, ceux qui ont assisté aux négociations, sur quoi elle bute, la directive, outre les temps de troisième type? Elle bute sur l'idée qui est, j'insiste, majoritaire actuellement en Europe. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Majoritaire actuellement en Europe, c'est le temps de travail. Maintenant, chaque entreprise doit avoir son propre temps de travail. Chaque salarié a des desiderata différents des autres. Aujourd'hui, on ferait un vote majoritaire au sein des 28. Il y aurait une majorité pour l'opt-out. Ça veut dire, on arrête les règles générales à un personnel temps de travail, ça devient très personnel. Alors, vous m'aurez compris, si vous admettez l'opt-out individuel par rapport à la convention collective, on commencera comme ça. Après, ça sera par rapport à d'autres choses. Ça signifie que le droit du travail, on signe l'acte de décès du droit du travail. Puisque si vous dites à un salarié,
et ça arrive déjà dans certains pays actuellement, hein, work choice. C'est, je te préviens, la condition d'embauche, c'est qu'on oublie la convention collective, on négocie de gré à gré. En France, ça donnerait la prime de ceci, moi je ne veux pas la payer, c'est trop cher. Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu souhaites avoir? Et j'attire votre attention là-dessus, c'est si on ne sait pas à quel point l'opt-out grimpe partout dans le monde, ben on se dit que la France est l'un des derniers pays de l'Europe, on qualifie ça de la vieille Europe, pour la délégitimer, à s'opposer au opt-out. Donc, et là c'est pas pour vous faire peur, mais si vous fréquentez les milieux européens en particulier, l'idée c'est que si jamais on ne fait pas la négociation collective, si on ne défend pas la négociation collective, qu'à cela ne tienne, d'accord, eh bien on passera par le contrat individuel en commençant par les cadres. Donc c'est là où je crois qu'il y a une évolution auquel il faut faire très attention. Et là vous voyez où je veux en venir, quand les syndicats nous disent, on y reviendra dans la discussion si vous le souhaitez, certains syndicats, pas tous, nous disent non à la flexibilité conventionnelle, oui à l'intangibilité contractuelle, c'est ça le débat, la contestation, hein, c'est intangibilité contractuelle, flexibilité conventionnelle. Eh bien à ce moment-là, ça veut dire que ceux qui défendent ça, il ne faudra pas pleurnicher demain en disant si tu défends le contrat de travail ou l'idée qu'elle est bonne, d'accord, puisqu'à ce moment-là, moi ça me va très bien de défendre le contrat de travail versus la convention collective, d'accord. Là, ça sera la vraie révolution. Ça, c'était l'évolution des accords, avec une évolution qui est inscrite, et je crois que la loi El Khomri pourrait participer à éviter cette évolution qui sera l'acte de décès du droit du travail. Terminons avec l'évolution des acteurs, allons-y. Le délégué syndical, c'est la seconde partie, la dernière, rassurez-vous. Le délégué syndical, avant 82, il était mauvais, c'était pas grave. Aujourd'hui, quand il est mauvais, il signe des accords extrêmement dérogatoires qui s'imposent, dans les circonstances qu'on verra, à ses camarades. Résultat, automatiquement, et là on est en plein la loi El Khomri, on va démarrer par ça dans le premier sujet, c'est avant la question d'où tu parles, tu représentes combien de personnes? Alors je vous rappelle qu'avant 82, j'étais nommé délégué syndical parmi le club des 5, FO, CGT, CFDT. J'étais nommé il y a 22 ans, j'avais peut-être 8 syndiqués. Aux dernières élections, j'avais fait 3%, je signais et la convention collective était automatiquement applicable à 100%. Pourquoi ce système qui était grotesque à l'étranger a fonctionné? Parce qu'au pire, c'était mieux. Quelle que soit sa représentativité, finalement, il arrachait 2%, on aurait pu avoir 4%. Mais bon, c'était toujours ça de prix. Là, si vous voulez, avec les accords dérogatoires de 82, 2004, quand ils signent un accord, ça peut être extrêmement dérogatoire, puisque l'accord peut déroger à la loi et l'accord d'entreprise peut déroger à l'accord de branche, ce qui fait une problématique. À partir de là, donc, c'est ça la loi de 2008. La loi de 2008, c'est une réplique sismique de la révolution de 82. C'est on va contrôler la légitimité des acteurs et des accords. Et là, c'est le tiercé habituel, 10, 30, 50. Premièrement, on ne négocie pas avec des syndicalistes qui ont fait moins de 10, des suffrages exprimés. Je vous rappelle qu'à la RATP, juste un chiffre, hein, en clair, cette loi a eu des effets assez inattendus, hein, y compris à l'égard des 2 syndicats qui ont signé leur position commune. La CFDT a disparu de la RATP. La RATP n'a plus de délégués syndicaux et CFDT, parce qu'elle a fait moins de 10%. À Douai, pendant 3 ans, la CGT a disparu. Ils avaient présenté 2 listes qui ont fait chacune, grosso modo, 9%. Ça a reconfiguré. Donc on a voulu légitimer les acteurs. Les accords, et j'en termine par là, 30% au minimum, et là vous me voyez venir, avec un droit d'opposition à 50% des suffrages exprimés. Madame El Khomri souhaite, à une vitesse plus lente qu'au début, augmenter le seuil de légitimité des accords à 50%. Et j'en terminerai par là. Pourquoi légitimer ce seuil? Pourquoi ce seuil de 50? Et ça me fera une transition vers l'exposé d'Agnès. C'est la chose suivante, c'est qu'il y a des accords, on n'est plus dans une négociation d'acquisition. Négociation d'acquisition, rappelez-vous, c'est la séance émotion, pour ceux d'entre vous qui ont plus de 50 ans, grosso modo. Moi, quand je suis sorti de Sciences Po, je n'ai pas imaginé une seconde être un jour au chômage. En 73, la loi fondatrice, la cause réelle et sérieuse, il y avait 380 000 chômeurs. Le monopole, c'était la négociation d'acquisition de nouveaux avantages. Je prends le terme juridique, avantage. Le terme juridique aujourd'hui, c'est avantage et contrepartie. On est passé d'une négociation d'acquisition à une négociation de concession. Pas uniquement de concession, mais souvent de concession. L'exemple caractéristique, c'est évidemment les accords de maintien de l'emploi. Résultat, premièrement, il faut légitimer ces acteurs. Je suis professeur de droit, mais je n'ai aucune illusion, et j'espère que vous n'avez aucune. C'est pas le droit qui va créer les emplois, le droit, c'est pas la vie. Pas plus que le contentieux, c'est le droit. Enfin, ça va de soi.
Un accord signé même à 30%, qui est refusé par le personnel, eh bien le personnel s'opposera par des mesures non juridiques, voire annulation, à l'application. Il faut que l'accord difficile socialement soit légitimé. Voilà la première raison de l'augmentation à 50%. On parlera des accords défensifs et offensifs, surtout offensifs, puisque c'est la loi El Khomri. C'est clair qu'un accord offensif, s'il est signé par 31%, ne pourra pas fonctionner dans la vraie vie d'entreprise. La question qui se pose, c'est, et là évidemment on revient au contrat de travail, pourquoi aussi Mme El Khomri souhaite augmenter à 50 ? Ben, ça, on le dit moins fort, mais depuis que le seuil est à 50, on s'en doute. C'est pour faire plier les contrats de travail. La question est, je ne vais pas vous partir dans un exposé de droit, mais l'idée qu'une convention collective puisse modifier le contrat de travail, sur le plan juridique, c'est même pas plaidable. Donc, puisqu'on ne peut pas faire plier le contrat de travail, on va faire plier le salarié. C'est ça l'idée. Et comment faire plier le salarié, puisqu'on ne peut pas faire plier le contrat de travail ? Eh bien, on va le désinciter, comme dirait ma voisine, massivement à refuser. Et c'est là où il y a des choix qui sont un peu brutaux. J'ai eu l'honneur de faire partie de la commission Combrexel, et la commission Combrexel a abordé ce sujet. Je vais prendre l'exemple le plus pédagogique, parce que c'est là-dessus que tout a démarré. J'ai une entreprise de 300 personnes qui va déposer le bilan. Ce qui m'arrangerait, c'est faire un licenciement assez rapidement. 2 syndicats me disent, on va tenter un accord de maintien de l'emploi. Donc vous savez que les statistiques montrent qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont signés, justement pour ça. Question, et qui est tout sauf simple. Que faire je pense à une entreprise d'Alsace, AME sur 1000 personnes, 150 personnes disent, donne-moi mon compte. Alors, si vous fréquentez les étrangers, je vous défie d'expliquer à un ami étranger, on fait des accords de maintien de l'emploi qui déclenchent automatiquement le licenciement pour motif économique. C'est difficilement explicable. Automatiquement. 2, est-ce qu'il faut encourager, parce que quel est le profil de ces personnes ? Ces personnes sont généralement soit des personnes qui visent une retraite, okay, ça c'est vieux comme les Français. 2, soit c'est des personnes qui ont les moyens intellectuels, financiers de rebondir ailleurs. En clair, ce sont les meilleurs collaborateurs. Et donc la question c'est, est-ce qu'on doit encourager ces départs ou dissuader ces départs ? Réponse de la loi de Sapin de 2013 et El Khomri, on va tout faire pour décourager les départs. Ce qui veut dire que c'est du lourd, hein. C'est présomption de cause réelle et sérieuse, c'est du lourd. En clair, tu n'auras rien au prud'homme. 2, tu n'auras pas de PSE, tu n'auras pas de plan de départ volontaire, tu auras un licenciement individuel, maintenant économique, sans obligation de reclassement, sans obligation d'adaptation. Mais la question est, oui, mais comment faire autrement ? Si je fais des accords offensifs ou défensifs, où les meilleurs collaborateurs en profitent, surtout si c'est une reprise, pour dire « take the money and run », ça veut dire qu'on va déstabiliser l'entreprise. Vous aurez compris que ce thème, cette loi est extrêmement importante. Et pour terminer, la question qui se pose, c'est... moi, ce qui me frappe, c'est que toute la France attendait une chose, et vous êtes journaliste, vous savez très bien comme ça, c'était tout a démarré par le code obèse, le code trop gros, le code incompréhensible, qui tue les PME. Là, évidemment, ce que je reprocherai à cette loi, c'est que les objectifs sont pour le moins flous. Pour le moins flous. Donc, allons-y. Premièrement, simplification du droit du travail. La réponse, et là, évidemment, je vais passer dans 10 minutes la parole à Claire pour répondre à vos questions. Claire Scoton, mais il va de soi que si vous attendez une simplification du code, la réponse sera non. Le code sera plus clair, mais il sera automatiquement plus long. Et un mot d'explication, pourquoi il sera automatiquement plus long ? Parce que si vous voulez qu'il soit plus court, il faut abroger les normes. En un mot, vous abrogez les 35 heures et vous dites il y a une totale liberté. À ce moment-là, ça sera très bref. Mais si on garde les normes, qu'on ne les abroge pas, c'est forcément une série de dérogations. Donc, la simplification, peut-être, l'amaigrissement, sans doute pas. Deuxièmement, les effets à court terme, et c'est là où, à court terme, faible. Chômage. Laurent Berger a bien dit que, c'est pas le lendemain du vote de la loi El Khomri que subitement le chômage va baisser de 500 000 personnes. C'est un effet à très long terme. Plus de consensus égale moins de contentieux. Deuxièmement, flexibilité, accord offensif. Je vous rappelle que les accords de maintien de l'emploi ont un succès mitigé, on va dire. Parce que pas beaucoup de syndicalistes, et on les comprend, sont prêts à signer un accord collectif etc. Enfin, moi, le seul aspect qui m'apparaît immédiatement opérationnel, c'est l'aspect réactivité des entreprises françaises. Pourquoi ? Et c'est l'aspect, durée du travail.
C'est vrai qu'auparavant, alors là, on pourra en reparler, mais l'idée de demander l'autorisation à l'inspecteur, l'idée de, dans un accord collectif, de donner la possibilité de prévoir les événements et de le mettre en œuvre immédiatement, c'est un aspect de réactivité qui est intéressant. Voilà, j'en ai terminé. Il n'y aura que 2 exposés, mais Agnès Benassi-Kéré donc va vous dire en 2 mots, du côté du CAE, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce qu'on appelle, de façon un petit peu, vous savez, l'ANI de 2008 et parlait du marché de l'emploi. Est-ce que le droit du travail peut avoir un effet sur le marché de l'emploi? Vaste programme. Agnès. Merci beaucoup. Merci. Vous m'entendez? Oui. Merci pour l'invitation. Je suis très impressionnée d'avoir parlé avec des jurys. Je vais essayer de soigner mon langage et mon vocabulaire. Donc, en effet, je préside le Conseil d'analyse économique. Je précise qu'il est totalement indépendant du gouvernement. Et donc, tout ce que je vais dire, et en plus de ce que je vais dire, n'engage pas le CAE en tant que tel, mais c'est mon point de vue personnel. Donc, c'est plutôt en tant qu'universitaire, finalement, qu'en tant que présidente du CAE, même si je répondrai volontiers sur des questions qui concernent le CAE. C'est un point qui est très important. Je pense que dans le monde de la presse, on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile de faire vivre un think tank de manière vraiment totalement indépendante. Et donc c'est très important lorsque vous parlez du CAE, si jamais vous parlez du CAE, de bien mentionner qu'il est indépendant du gouvernement, puisque après, sinon, ça tue en fait contre le CAE. Voilà, c'est une petite parenthèse. Alors, donc je crois que la question que vous vous posez tous, c'est est-ce que cette loi El Khomri peut éventuellement augmenter l'emploi, réduire le chômage, qu'est-ce que ça peut faire donc sur ce fameux marché du travail? Alors, en fait, je vais un peu vous décevoir parce que c'est vrai que la littérature économique n'est pas complètement claire sur l'impact d'une plus grande facilité, moindre protection des emplois, protection des travailleurs plutôt que des emplois, et l'impact sur l'emploi lui-même. Il y a des travaux qui ont été faits sur les États-Unis qui montraient que ça augmentait l'emploi, qui avaient profité du fait qu'il y avait des changements de législation qui étaient différentes selon les États. Et donc, il y avait tiré parti donc, de ces différences de législation de part et d'autre d'une frontière entre 2 États, et qui a montré que ça a augmenté véritablement l'emploi. Mais il y a des travaux qui sont moins conclusifs sur le volume total de l'emploi. Par contre, ce que disent les travaux économétriques sur ce sujet, c'est que ça a un effet positif clairement sur les personnes qui sont en marge de l'emploi. Donc là, on parle des jeunes, on parle des femmes, des personnes, des minorités qui donc accèdent plus facilement à un emploi stable. Donc ça, c'est quand même peut-être quelque chose qui n'a pas été suffisamment bien expliqué, que c'est moins le volume total de l'emploi que la distribution et le fait de raccrocher ces wagons, de raccrocher les wagons du marché de l'emploi, de permettre plus facilement les transitions vers des emplois stables. Alors, il y a d'autres manières de voir les choses. Bon, alors, en fait, pourquoi est-ce que c'est un effet ambigu sur l'emploi? Parce que moins protéger les emplois, ça veut dire avoir un marché du travail plus fluide, avec plus de séparation, c'est-à-dire fin d'une relation d'emploi, et aussi plus de retour à l'emploi. Donc ça veut dire, grosso modo, qu'il existe des périodes de chômage peut-être plus fréquentes, mais plus courtes. Et donc l'effet net sur le stock d'emploi est ambigu, a priori ambigu. Alors, je vais venir là-dessus, parce qu'il y a un travail tout à fait récent qui est paru sur un grand nombre de pays, un travail économétrique qui a été fait par le FMI et très intéressant sur le sujet. Mais peut-être donner avant l'expérience récente de l'Italie et de l'Espagne qui sont souvent mentionnées. Donc l'Italie a mis en œuvre une réforme extrêmement intéressante en 2015, qui n'est pas seulement un nouveau contrat, un nouveau CDI avec des droits croissants, mais qui, en même temps, il y a eu, en fait de manière un peu décalée, il y a eu une baisse des cotisations sociales, qui est intervenue en fait avant l'introduction du contrat, un nouveau contrat à durée indéterminée. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est moins la baisse des cotisations que le nouveau contrat qui en fait font décoller les emplois. Donc ça fait véritablement décoller les emplois, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, l'Italie a mis en place, un accompagnement plus renforcé des chômeurs avec un chèque formation qui est attribué aux chômeurs de longue durée. Et une extension des allocations chômage pour donc une meilleure protection en fait des personnes.
Et c'est peut-être ça qui a été reproché un peu au projet de loi El Khomri, mais on comprend pourquoi, parce qu'en fait, la négociation UNEDIC, c'est pas du domaine du gouvernement, mais que le volet protection était peut-être pas assez développé par rapport au volet, disons, flexibilisation du CDI. Alors, ce qu'on a observé aussi sur l'Italie et aussi sur l'Espagne, hein, c'est une augmentation des CDI par rapport au CDD, surtout en Italie, hein, puisque les nouvelles embauches, il y a eu une augmentation de 15 points de pourcentage des CDI dans les nouvelles embauches, une augmentation très forte des embauches, une diminution des CDD et des statuts d'auto-entrepreneurs. Donc on va voir ce que ça va donner dans la durée, hein, mais c'est vrai que la réforme italienne est assez convaincante. La réforme espagnole est peut-être un peu moins convaincante, mais parce que c'est un empilement de plein de réformes et donc on ne sait pas quoi et quoi. Et puis, en fait, on a eu quand même une baisse du salaire très importante et donc on ne sait pas finalement si l'augmentation de l'emploi très important en Espagne, est-ce que c'est dû à la reprise économique, est-ce que c'est dû à la baisse des salaires, est-ce que c'est dû à la réforme elle-même. J'ai vu une étude qui évalue à peu près un tiers la baisse du chômage en Espagne due aux réformes récentes du marché du travail, mais tout ça est encore assez disons, incertain. Ce qui est plus clair, c'est que, et ça c'est peut-être intéressant pour un juriste, c'est qu'on a eu une augmentation dans les licenciements, il y a toujours des licenciements évidemment, à l'intérieur des licenciements, il y a eu une hausse de la part des licenciements économiques par rapport aux licenciements pour motif personnel, ce qui est quelque chose quand même intéressant parce que le licenciement économique est plus protecteur que les licenciements pour motif personnel. Alors, donc, une question qui est souvent posée aussi, alors je voudrais peut-être intervenir sur deux sujets. D'abord, en quoi est-ce qu'un marché du travail plus fluide peut être une bonne chose? Si finalement ça a un effet ambigu sur le volume de l'emploi, on pourrait se dire, bon, finalement, pourquoi faire ça? Et en fait, je voulais vous attirer votre attention sur l'importance d'avoir quelque chose de plus fluide pour la productivité. Et la productivité, c'est quand même la racine de notre enrichissement. Hein. Il faut pas de productivité, pas de gain de pouvoir d'achat à long terme. Ça, c'est vraiment la base. Alors, il ne faut pas oublier que la France est un pays de PME, hein, puisque 99,8% des entreprises en France sont des PME. Et parmi ces PME, 96% sont des toutes petites entreprises, c'est-à-dire moins de 10 employés. Alors, j'étais intéressée sur ce que vous disiez sur la simplification. Pour moi, la complexité du Code du travail, ça peut s'interpréter comme un coût fixe. C'est-à-dire, c'est une complexité. Et donc, une grande entreprise va avoir un DRH qui va parfaitement maîtriser ces sujets. Mais enfin, c'est un coût. Et ce coût, on peut l'amortir quand on est une grande entreprise. Quand on est une PME, on ne peut pas. Et donc, du coup, on prend des risques juridiques. Ou alors, il faut se payer un conseil externe, mais qui est cher aussi. Donc, l'un dans l'autre, c'est un coût. Voilà. Alors, ça veut dire qu'il y a deux conceptions, en fait, de la concurrence équitable. Et ça, c'est très présent dans le débat français. Il y a une première conception qui est de dire, eh bien, à l'intérieur d'un même secteur, toutes les entreprises devraient avoir le même temps de travail, la même rémunération des salariés pour être en concurrence à armes égales. Et il y a une deuxième conception qui est de dire, mais non, ça, c'est pas à armes égales. C'est pas vrai, c'est pas à armes égales parce qu'il y a énormément d'hétérogénéité à l'intérieur d'un secteur. Et donc, du coup, aujourd'hui, on se plaint, hein, on pleurniche tout le temps que les entreprises françaises n'arrivent pas à grandir. On est spécialiste des toutes petites entreprises. Il y a un bon taux de création d'entreprises en France. Mais elles restent des naines. Et on a du mal à les faire grandir. Mais oui, il y a un obstacle qui est ce fameux coût fixe. Elles ne sont pas à armes égales, spontanément, par rapport aux grandes entreprises. Bon, sans compter le droit fiscal et les possibilités d'optimisation qu'on lit tous les jours dans la presse. Donc, les petites entreprises ont un désavantage à la naissance par rapport aux grandes. Et donc, elles vont avoir du mal à concurrencer les grandes et à prendre leur place. Et on sait que le CAC 40, par exemple, est extrêmement immobile au cours du temps. Les entreprises sont les mêmes, décennie après décennie, grosso modo. Il n'y a pas de nouveaux géants dans cette population. Voilà. Alors, en quoi c'est un problème pour la productivité? Parce qu'on sait que les gains de productivité, ce n'est pas la mer qui monte, hein, c'est des nouvelles entreprises qui remplacent les anciennes. Et donc, il y a deux facteurs essentiels pour les gains de productivité. C'est ce qu'on appelle la réallocation des facteurs, c'est-à-dire le fait que les entreprises qui réussissent vont aller piquer de la main-d'œuvre aux entreprises qui sont moins dynamiques. Et que ceci se fait de manière rapide, c'est-à-dire que les entreprises qui réussissent grossissent vite et celles qui ne réussissent pas et disparaissent rapidement.
Ça, c'est un élément essentiel de gain de productivité et la France se place mal par rapport à ça. Ça a été mesuré par différentes études. Hein. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail de comment on mesure ça, mais ça a été mesuré et ça semble s'aggraver, en fait, au cours du temps. Le deuxième facteur, c'est l'adoption de nouvelles technologies. Donc là aussi, les entreprises françaises sont plutôt en retard sur mesure par rapport à la robotisation, sur mesure par rapport ne serait-ce qu'au site Internet et au fait que les PME vendent par Internet. Hein. Encore 40% des entreprises en France n'ont pas de site web. Bon, donc ça, on est au niveau, je ne sais plus, de la Grèce. Hein. Voilà, on a des difficultés à adopter des nouvelles technologies et des travaux ont montré qu'une des raisons majeures, c'est que adopter une nouvelle technologie, ça implique une réorganisation, sinon ce n'est pas la peine. Et si ces réorganisations sont compliquées parce qu'elles impliquent éventuellement des réductions d'effectifs ou changement des qualifications, on ne le fait pas. Donc ça, c'est vraiment très important pour la productivité à long terme. Et je voudrais juste terminer sur un point qui aussi est discuté aujourd'hui, c'est est-ce que, et vous en avez parlé, est-ce que cette loi peut, à court terme, entraîner plus de récession? D'accord? Alors, quels sont les arguments? En fait, les arguments théoriques, ils vont dans les deux sens. Il y a des arguments pour dire, ah bah oui, ça va faire pression à la baisse sur les prix, sur les salaires et sur les prix, ça va alimenter la déflation, et comme les taux d'intérêt ne peuvent pas baisser plus bas, eh bien, le taux d'intérêt réel, l'écart entre le taux d'intérêt et le taux d'inflation va monter, et ça va décourager l'investissement, et ça va être récessionniste. Ça, c'est un premier argument. Il y a un deuxième argument qui dit l'inverse, qui dit ah bah, à long terme, ça va nous donner des gains de productivité. Et donc le revenu, on sait qu'il va monter à long terme. Et bien, comme on a encore des banques qui sont plutôt solides en France finalement, eh bien, on va pouvoir emprunter et consommer tout de suite, donc, soit dans les entreprises, soit pour les ménages, consommer tout de suite ces gains de pouvoir d'achat. Et ça, c'est plutôt des effets expansionnistes. Et donc, finalement, la théorie, c'est un partout. Hein. Il y a un argument dans un sens et un dans l'autre. Finalement, c'est une question empirique. Et justement, c'est là que je voulais en venir au travail du FMI qui a été publié la semaine dernière, dans le cadre des réunions de printemps, là, qui fait un panel sur 26 pays, sur la période 70-2014, et donc, un travail économétrique très fouillé, et qui regarde l'effet de différentes réformes à court terme et à long terme. Et donc, on voit que les réformes de type El Khomri, enfin bon, même si c'est composite, alors là on prend donc la libéralisation du licenciement, en moyenne n'a pas d'effet à court terme sur l'emploi, à court terme, a un effet positif à long terme. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que quand l'économie va mal, c'est un effet négatif à court terme, quand l'économie va bien, c'est un effet positif dès le court terme. Et qu'est-ce que ça veut dire l'économie va bien ou va mal? L'économie, et c'est là que c'est le point crucial, c'est que l'économie va bien, ça veut dire la croissance au moins égale à la croissance potentielle. Or, la prévision de croissance pour 2012, c'est 1,2% sur l'OCDE, c'est exactement la croissance potentielle. Donc ça veut dire qu'en fait, du point de vue macroéconomique, l'économie française va bien en 2016. Et donc, de ce point de vue, c'est plutôt le moment d'introduire ce genre de loi, plutôt qu'en 2012, et il y a beaucoup de gens qui disent « mais on aurait dû le faire plus tôt ». Mais moi, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre parce que en 2012, on était au fond du trou. On n'avait vraiment pas de croissance à ce moment-là. Et donc là, on aurait maximisé les effets négatifs et on n'aurait pas gagné à court terme. Bon, ça, c'est un peu spéculatif. Mais je voudrais terminer là-dessus. Quels sont les moyens de maximiser les effets à court terme de ce type de loi? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est faire une grosse réforme plutôt qu'une succession de petites. Pourquoi? Parce que là, on va renverser les anticipations. Les gens vont pouvoir avoir des anticipations positives sur l'évolution future de la croissance et des prix. Et ça, c'est très important sur les décisions de court terme. Deuxième chose, les politiques d'accompagnement. Et donc, qu'on fait à l'Italie, qui a réussi à introduire quand même une sorte de package avec de la formation, avec des politiques actives du marché du travail, avec une meilleure indemnisation des chômeurs. Bon, voilà, on est quand même plutôt généreux en France, donc je ne sais pas ce qu'on peut faire. Troisième chose, la politique monétaire, c'est très important de ne pas être à 0% d'inflation. Il faut être au-dessus. Donc, il faut éviter de critiquer la BCE parce qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour justement monter ce taux d'inflation. Sur la politique budgétaire, alors il faut tuer l'idée qu'on est dans une politique budgétaire restrictive aujourd'hui. C'est faux. Le solde structurel, corrigé du cycle d'activité, le déficit structurel va se réduire de 0,1% du PIB, ce qui est vraiment très peu. Donc on n'est plus là. Alors, on pourrait penser de faire une expansion budgétaire. Malheureusement, on est encore très loin de l'équilibre.
Autre point, faire en même temps des réformes du marché des biens et services. Pourquoi ? Parce que, premièrement, ça rend aux salariés un pouvoir d'achat qu'éventuellement ils ont perdu par ailleurs. Donc ça, il y a des travaux qui ont démontré ça. Et deuxièmement, ça va les orienter, si on pense à la loi Macron par exemple, ça va les orienter vers des consommations de produits et de services qui sont produits nationalement. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de secteurs, ce qu'on appelle abrités de la concurrence internationale, donc des services, et faire baisser le prix des services par rapport aux produits importés, ça va orienter la consommation vers ces services-là, et donc ça maximise l'impact sur l'économie domestique. Et j'avais encore autre chose à dire, mais je l'ai perdu, donc je dirai plus tard. Ouais. Merci beaucoup. Alors maintenant, passons aux interventions de chacun. Juste, ça vous rappellera quelque chose pour ceux qui ont l'âge fatigue précité. C'est les sujets auxquels on a échappé, virgule, pour l'instant. Il y en a un qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est vraiment, des points de vue juridiques, objectivement ridicule. C'est le débat sur les 61 principes de Robert Badinter. Alors, je ne reviendrai pas sur le résultat, donc ils ne seront ni dans le préambule et ne sont même plus, semble-t-il, source de régulation pour la future commission, etc. Bon. Il y a juste une chose sur ce rapport Badinter qui est passé à la trappe, c'est premièrement, ce qui est très intéressant parce que c'est en plein débat, il ne vous a pas échappé que les jeunes générations étaient plutôt individualistes. Le rapport Badinter est très intéressant pour un juriste, parce que l'article 1 ne s'intitule pas « le salarié », c'est « les libertés et droits de la personne au travail ». Ça, c'est très important. Si vous me demandiez quelles étaient les deux évolutions du droit du travail depuis 25 ans, je vous dirais il y a deux évolutions. On passe du droit du travail au droit de l'emploi, et du droit d'une collectivité de travail au droit de la personne au travail. Vous voyez l'impact que ça. C'est-à-dire que si on passe d'un droit collectif à un droit de la personne, c'est-à-dire que l'individu, le contrat de travail, monte en puissance. Et c'est là où... Remarquez l'habile transition vers la suite, hein, c'est que si l'individu monte, le collectif a beaucoup de souffrance et on va retrouver ça dans un instant. Deuxièmement, juste un mot, parce que là, on a entendu tellement de bêtises que là, c'est irréparable. Tout le monde est tombé à bras raccourcis sur Robert Badinter, sur l'article 6, je cite, « La liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, de peu connaître, etc. » Alors, juste deux mots. Un, la phrase « La liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses » est le décalcomanie à la virgule près de la Convention de la européenne des droits de l'homme. Donc ça n'apporte strictement rien, mais rien, ni en plus, ni en moins. Le principe de l'entreprise privée, je ne parle pas de la fonction publique du service public, c'est la liberté religieuse. Donc le premier alinéa n'apportait rien. Alors peut-être qu'il a été une information pour des gens qui pensaient qu'on était un service public, mais d'un point de vue objectif, il n'apporte rien. En revanche, et moi j'y vois un savant équilibre au sein de la commission Badinter, c'est que cet article qui commence par le droit à manifester ses convictions se termine par « on peut donner des restrictions à condition qu'ils soient nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ». Jamais la Chambre sociale a dit qu'on pouvait apporter des restrictions à la liberté religieuse sur le bon fonctionnement de l'entreprise. Et là, ce n'est pas un scoop si vous êtes spécialisé, mais pour les autres, ce sera vraiment un scoop. Je vous rappelle que la Chambre sociale, le 9 avril 2015, a été saisie de la seule question qui intéresse l'entreprise. Les entreprises, Babylou, ce n'est pas leur tasse de thé. Babylou, c'est la cristallisation de la France, l'éducation, les jeunes enfants, la religion. Enfin, c'était le truc forcément foireux, d'accord. Bon, d'ailleurs, ça n'a pas raté. 5 décisions, 5 juges. Bon. Donc Babylou, c'est marginal. Ça, c'est... Bon. En revanche, la question, c'est une ingénieure du SS2I arrive voilée en clientèle. C'est là où ça devient intéressant. En clientèle. Et le client dit à la SS2I, j'en veux pas. Chez nous, il n'y a pas de voile, il n'y aura pas de voile. La SS2I convoque ses salariés, une fois, deux fois, non la porte. Ça remonte à la Chambre sociale. Alors, je ne ferai pas de critique sur la Chambre sociale, mais je vous rappelle qu'en mars-avril, c'était quelques mois après les meurtres de janvier. La situation est un petit peu politiquement et socialement tendue. Donc la Chambre sociale a une bonne idée, c'est dire oulala, on va voir si on va demander à la Cour de justice s'il s'agit, en termes d'interprétation de la directive discrimination, s'il s'agit d'une discrimination. En un mot, il a eu, comment dire, l'habileté de renvoyer la question à la Cour de Luxembourg. Alors vous imaginez, déjà nous c'est compliqué, mais la Cour de Luxembourg avec 28 pays, dont la Grèce, l'Irlande et l'Italie, c'est une espèce de calamité. Et donc l'affaire a déjà été plaidée, c'est Claire Vaquet qui l'a plaidée côté... Bon, et l'arrêt sera rendu, donc là on ne sait pas, mais grosso modo c'est déjà été plaidé, donc au mieux on l'aurait en juillet, au pire en septembre-octobre. Mais j'attire votre attention sur cet arrêt qui s'imposera à l'ensemble des 28 pays de l'Europe sur les pratiques religieuses en entreprise. Là,
il va de soi que si jamais, et c'est là où la Chambre sociale est très habile, c'est quelle que soit la solution, la Chambre sociale sera obligée d'appliquer. Donc elle dira, moi peut-être je pensais différemment, mais je suis tenu d'appliquer ce que me dit. Donc là, donc Robert Badinter n'a rien inventé. Manifester contre les c'est la règle communautaire et européenne. Deuxièmement, et on s'arrêtera là sur les choses, c'est le plafonnement des indemnités prud'homales. Alors je vous rappelle que c'était le chiffon rouge absolu. Bon, vous me permettrez de faire juste une remarque. On parle beaucoup des TPE aujourd'hui, et on a raison, d'accord. Les grandes entreprises ne créeront plus d'emplois. C'est les TPE, PME qui sont créatrices d'emplois. Et donc là, j'ai entendu quand même quelque chose qui m'ont beaucoup étonné. Un patron qui a 2 vendeuses, eh bien, il n'a pas l'avocat, Barbara, ou le service juridique qui lui fait éviter la bêtise. Je donne un exemple, vraiment. Je licencie ma vendeuse parce qu'il y a un Auchan qui s'est mis en face de moi. Qu'est-ce que je marque? Auchan s'est mis en face, j'ai perdu 75% de mon chiffre, je te licencie pour difficulté économique. Voilà. Et qu'est-ce que veut dire la Chambre sociale? Comme les grosses entreprises. Ah, mais vous n'avez pas précisé qu'il y avait suppression de postes. Ben enfin, ça va de soi. Ben non, ça ne va pas de soi. Sur ce détail, il y aura défaut de cause réelle sérieuse. C'est le genre de bêtises qu'aucun étudiant en L3 de Paris 1 et même Paris 2, d'accord, ne commettrait. Ben, vraiment. Bon. Deuxièmement, je suis tout ce petit vendeur. J'ai mis une caméra, mais une caméra ostensible, pas la caméra cachée de terre. J'ai mis une caméra en face de la caisse, d'accord. Ça se voit, quoi, d'accord. Et j'ai dit, il y a une caméra. Qu'est-ce que me dit le salarié? Est-ce que tu la déclares à la CNIL? Alors je vous laisse imaginer, d'accord, l'artisan. La quoi? La CNIL? Ah ouais, d'accord. Et c'est quoi? Il n'a pas déclaré. Sur ce seul argument, la vendeuse qui a piqué dans la caisse, c'est l'arrêt de la pomme pour ceux qui connaissent, d'accord. Eh bien, il n'y aura, si c'est la seule preuve, on ne pourra pas licencier. Alors je sais bien que c'est légal, mais en un mot, ce que je ne supporte pas d'en tenir, c'est que un licenciement illégal va pouvoir être acheté. Non, c'est plus compliqué que ça. Un PME, ce qu'a très bien démontré Agnès Béassiquéré, c'est qu'une PME n'a pas les moyens juridiques de faire face à une complexité, d'accord, que maîtrise parfaitement bien, mais parfaitement bien. Et donc, si vous connaissez des patrons de TPE, excusez-moi, je suis professeur de droit, mais ça n'empêche pas que le droit n'est pas la vie. C'est pas la vie, le droit, d'accord. C'est pas la vie. Il y a plus loin que le droit. La technique juridique, c'est pas le droit, d'accord. Faut pas être obsédé textuel. Bon. Et donc là, le petit patron qui se fait condamner à 15 mois de salaire alors qu'il a vu la vendeuse piquer 500 €, c'est légal. Mais c'est ressenti comme quelque chose de parfaitement écœurant. Il y a un vrai souci, et c'est pour ça que je regrette beaucoup la décision du Conseil constitutionnel. Parce que maintenant, on n'en parlera plus, mais on ne peut plus, selon le seuil d'entreprise, plafonner ou pas plafonner. J'insiste, pour moi, le plafonnement, qui est le chiffon rouge côté syndicat, est une nécessité pour protéger les TPE. Une TPE qui a 2 mois de trésorerie, vous en avez à 14 mois, il dépose le bilan. Ce que n'a pas vu le Conseil constitutionnel, c'est que si jamais la vendeuse est licenciée, je suis condamné à 20 mois, ça supprimera les 2 autres postes de vendeuse que je ne peux pas faire face à 20 mois. Indemnité. Deuxièmement, et voilà, je m'arrêterai là, je vous rappelle que le forfait jour dans les PME a été retiré. On va bientôt savoir si ça va durer. Mais pour un juriste, c'est le b.a.-ba. Le forfait jour, c'est dérogatoire. Toute dérogation doit passer par un accord collectif. Il n'y a pas d'accord collectif, c'est non. Et ça, on pourra rebondir. Et il faudra que Claire Scoton soit vraiment très en forme. Parce qu'il ne faut pas tripoter le code du travail. Il y a des principes, il faut, si possible, tenir les principes. Le forfait jour, c'est dérogatoire. Toute dérogation est... Alors, à partir de là, allons-y. Je suis le patron de la TPE. J'ai un ingénieur. Eh bien, lui, ne pourra pas être en forfait jour, 3 petits points, s'il n'y a pas d'accord de branche. Bon. Deuxième exemple du respect des règles, et c'est la transition sur les accords collectifs. On me dit que maintenant, il faudra un référendum après. C'est le sujet que va aborder Claire maintenant. Je vois très bien, moi qui suis professeur, c'est la session de septembre pour les nuls. Quoi. Si je rate juin, j'ai 30%, mais je risque j'ai une session de rattrapage. OK. Mais là, sur ce terrain-là, sur l'économie, moi j'ai du mal. Parce que tout a changé en 2008. Avant 2008, je pouvais dire, tu représentes quoi? Tu as eu combien de voix? 3%. Alors 3%. Maintenant, par définition même, les opposants ont obtenu sur leur liste plus de 50% des voix. Par définition. Donc leur dire, oui mais maintenant tu ne représentes plus vraiment 50%, on va faire appel au peuple. Je crois que cette démocratie participative qui tire le tapis sur les pieds de la municipalité représentative, c'est un mauvais calcul. Donc là, j'ai pas beaucoup facilité le travail de Claire Scoton. Alors, maintenant on rentre dans le débat. Donc Claire, en 3 minutes, 4, sur les accords collectifs de maintien de l'emploi, enfin, lapsus, défensif, et puis après on passe aux questions.
licenciement économique pour démarrer, si ça vous convient. Puis après, on fera ce que vous voulez. Merci beaucoup, Jean-Emmanuel. Est-ce que j'ai quand même droit à un petit mot de défense par rapport notamment aux objectifs que vous avez qualifiés de flous de la loi? Simplement pour rappeler que cette loi, elle a pour origine un constat, même deux, un taux de chômage structurel inquiétant dans notre pays et un flux d'embauche qui repose aujourd'hui principalement sur des contrats courts, des CDD principalement, dont la durée est de plus en plus réduite. Et donc un déclin du flux d'embauche en CDI. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du CDI. On a aujourd'hui 87% des salariés qui sont en CDI. C'est vraiment l'immense majorité des actifs, puisque le salariat est aussi la forme principale d'emploi en France. Mais malgré tout, effectivement, c'était un constat qui nécessitait d'agir. Et j'ai bien entendu l'une des leçons que vous avez mentionnées, Agnès Benassi-Kéré, des expériences internationales sur la nécessité d'une réforme d'ampleur. Et une réforme qui peut conduire à une sorte de choc de confiance des acteurs économiques et sociaux. Et c'est la raison pour laquelle ce projet de loi, effectivement, vous l'avez souligné, cher professeur, vise large et a une ambition certaine de réforme, de refonte du Code du travail, en repensant complètement, notamment donc, le Code du travail à travers trois étages, dans une logique effectivement complètement rénovée, en donnant plus de place à la négociation collective. Donc en fixant des principes clés, indérogeables, ce qu'on appelle l'ordre public, ensuite en renvoyant à la négociation collective, et notamment d'entreprises, la réalisation, la mise en œuvre de ces principes, et enfin en fixant un supplétif, donc des normes qui vont s'appliquer à défaut d'accord et qui correspondent en fait au Code du travail actuel. Donc, lorsqu'on dit qu'il y a inversion de la hiérarchie des normes, c'est pas si vrai finalement. C'est plus, on accorde davantage de place à la négociation collective et complètement, effectivement, dans la continuité des réformes qui ont été menées depuis 1982, depuis les lois Auroux, depuis la loi de 2004, depuis la loi de 2008. Et pourquoi est-ce qu'on s'inscrit dans ce mouvement ? Tout simplement parce qu'on cherche à encadrer de façon effective les relations du travail, en faisant le pari, effectivement, du collectif sur l'individuel, en faisant le pari du dialogue social sur la réforme du contrat de travail et du dialogue bilatéral entre un salarié et son employeur. Un dialogue qui serait un peu inégal. Donc là, c'est une réforme, comme les dernières réformes, qui fait le pari du dialogue social et d'une négociation entre un employeur et les représentants des salariés. Donc, lorsqu'on entend que c'est une réforme qui va laisser davantage d'arbitraire à la décision unilatérale de l'employeur, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Les réformes qui sont entreprises dans ce projet de loi reposent vraiment sur l'accord collectif, et que sur l'accord collectif. Donc ça, c'était un élément important à rappeler sur la simplification du code. Alors effectivement, il a beaucoup été question il y a quelques mois de la taille du code du travail. On comparait la taille du code du travail français à la taille du code du travail suisse, par exemple. Je ne sais pas pourquoi on ne compare pas le code général des impôts français aux autres codes. Il est tout aussi imposant. Alors, effectivement, je vous demanderai de ne pas juger cette réforme à la taille finale du Code du travail, puisque le fait de réécrire en fait, avec ces 3 étages les différentes normes nécessite, pour introduire un peu de pédagogie dans la complexité qui a été évoquée à l'instant, dans la complexité des règles, nécessite en fait un peu plus de pages et de place. Mais finalement, ce qui compte, c'est le résultat, à savoir, est-ce qu'un employeur, par exemple, de TPE-PME, qui ne peut pas se payer les services d'un cabinet d'avocats spécialisé, est-ce que pour lui, il sera plus sécurisant demain d'embaucher en CDI ou pas ?
est-ce qu'il va pouvoir être sécurisé sur les raisons éventuelles d'un licenciement s'il y a retournement du carnet de commandes, retournement de conjoncture pour lui? Est-ce qu'il va pouvoir bénéficier d'un appui de l'administration lorsqu'il se pose une question sur le droit du travail? C'est aussi une disposition qui est prévue par le projet de loi. Donc effectivement, pour toutes ces raisons, le Code et le projet de loi prévoient un certain nombre de dispositions supplémentaires. Sur le fait qu'il s'agirait d'une loi calibrée pour le 49.3. Alors là, cher professeur, les débats en commission des affaires sociales montrent rigoureusement l'inverse. Pour ceux qui ont un peu suivi, donc non seulement ce projet de loi a été voté par la majorité, mais a été amendé dans un sens, je crois qu'on peut le dire, tout à fait positif, à la fois en renforçant les aspects protecteurs du projet de loi, par exemple sur le compte personnel d'activité, sur le droit à la déconnexion, on pourra y revenir, et puis en prévoyant des mesures spécifiques précisément pour les TPE-PME, qui emploient aujourd'hui quand même près de 50% des salariés et qui sont confrontés, je n'y reviens pas, à des difficultés toutes particulières de gestion des ressources humaines. Donc mesures spécifiques, on y reviendra en parlant du motif économique, on pourrait y revenir dans l'appui aussi qui sera offert par l'administration à ses employeurs, ou également dans l'appui, et c'est un rôle nouveau qu'on souhaite donner à la branche, à ce niveau de négociation qui est tout à fait capital. Donc la branche, un niveau professionnel par secteur, qui aura la possibilité de réaliser des accords types pour pallier les difficultés à négocier dans ces petites entreprises. Voilà, donc un petit exposé liminaire avant d'attaquer le sujet que vous m'invitez à introduire. Très rapidement, tout à fait. Très rapidement, donc sur accord majoritaire, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vous avez parfaitement dit, à savoir donc, la nécessité de renforcer... Ah, vous ne m'entendez pas? D'accord. Accord majoritaire, très rapidement, donc, parce que je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'a très bien dit Jean-Emmanuel Rey. Donc la volonté du gouvernement, c'est de renforcer la légitimité des accords collectifs dans la continuité des réformes qui ont été menées pour renforcer aussi la légitimité de ceux qui négocient ces accords, à savoir la légitimité des organisations syndicales et des délégués syndicaux. Donc dans la continuité de la loi de 2008 notamment. Pourquoi renforcer cette légitimité? Alors parce que c'est un parallèle indispensable au fait que le projet de loi, dans la continuité des réformes précédentes, vise à donner plus de marge de manœuvre aux accords collectifs d'entreprise, d'une part, et d'autre part, pourquoi donner une sorte de corde de rappel, on va dire, avec la consultation, la possibilité pour une organisation syndicale signataire, une ou des organisations syndicales signataires, de consulter des salariés alors qu'elles ont signé un accord tout en étant minoritaires. Alors là, c'est très simple, c'est de façon très pragmatique, éviter de tuer la négociation collective. Aujourd'hui, elle est florissante. On enregistre dans les services du ministère du Travail 36 000 accords d'entreprise chaque année. 36 000. À peu près un cinquième, 21% sur le temps de travail. Donc voilà, il y a une vraie négociation, qui se tient chaque jour dans les entreprises, avec une règle qui est aujourd'hui à 30%. On se rend compte que dans beaucoup d'entreprises, en fait, la règle implicite, c'est la règle de l'accord majoritaire. Donc déjà, pour ces entreprises, là, ça ne sera finalement qu'entériner une pratique qui permet d'asseoir la légitimité de l'accord par rapport aux salariés. Pourquoi, du coup, prévoir ce seuil à 30% avec la possibilité d'une consultation des salariés? Tout simplement parce que il faut franchir les différentes étapes pas à pas. Et on a pu voir une volonté aussi, par ailleurs, de certains salariés directement d'être davantage partie prenante des négociations et d'être consultés sur ce qu'ils souhaitent. On a vu différentes consultations de salariés qui avaient un certain succès, au moins dans la participation. Je ne parle pas du résultat, mais dans la participation. À noter sur ce point
qu'il ne s'agit pas de mettre en concurrence deux sources de légitimité. On a bien, donc, à savoir la légitimité syndicale représentative versus la légitimité de la démocratie directe. C'est la raison pour laquelle il serait vraiment contre-productif de donner à l'employeur la possibilité de déclencher cette consultation des salariés. Ça serait vraiment, dans beaucoup d'entreprises, sans doute ça se passerait bien. Dans d'autres, on peut imaginer qu'un employeur un peu mal intentionné cherche à discréditer ses syndicats et ses interlocuteurs naturels en faisant une consultation directe des salariés. Donc c'est à éviter absolument. C'est la raison pour laquelle cette initiative est bien réservée aux organisations syndicales signataires. Sur les accords en faveur de l'emploi, et j'en finirai là. Les accords en faveur de l'emploi que vous avez évoqués, donc dans la continuité, là aussi, des réformes, effectivement, des accords de maintien de l'emploi et autres. Vous avez mentionné à juste titre l'importance de la relation entre accords, enfin de l'articulation accord-contrat. Donc, c'était déjà quelque chose de tout à fait réfléchi par la mission Combrexel, qui prévoyait même des indemnités de licenciement inférieures au niveau des indemnités prévues en cas de licenciement économique. Donc là, pour contrecarrer vraiment une idée reçue qu'on entend sur beaucoup de plateaux de télévision et dans certains médias, il n'y a pas aujourd'hui de différence entre les indemnités légales pour motif économique et indemnités légales pour motif personnel. Et même au niveau conventionnel, on a regardé les principales conventions collectives. En fait, souvent maintenant, les indemnités sont alignées. Donc, ce n'est pas ça la différence. Mais effectivement, là, l'idée, c'est de dire que le collectif doit primer sur l'individu. Alors, ça n'est pas du tout une nouveauté. Ça n'est pas du tout une nouveauté. En fait, c'est même prévu par les lois Aubry en matière d'accord sur le temps de travail. Donc, déjà en 2000, on prévoyait un motif, ce qu'on appelle le motif sui generis de licenciement, en cas de refus du salarié. C'est-à-dire que le salarié qui refuse de se voir impliquer un accord qui a été négocié de façon majoritaire de surcroît peut être licencié sans que le motif soit inhérent à sa personne ou sans que l'entreprise témoigne de difficultés économiques particulières ou de mutations technologiques particulières. Mais simplement le fait de se voir refuser l'application d'un accord justifie le licenciement selon des modalités particulières. Voilà. Et donc on est bien toujours dans cette logique du collectif qui va primer sur l'individuel avec un objectif d'intérêt général qui reste l'emploi, le maintien de l'emploi, le développement de l'emploi. Pourquoi ? Parce que nous faisons le pari de l'articulation et de la conciliation entre la performance sociale et la performance économique. Et pour le gouvernement et pour ce projet de loi, les deux vont de pair. Voilà, et je m'arrête là parce que je sens que j'ai épuisé mon quota. Tout va bien. Maintenant, on va passer, après l'exposé stratosphérique du professeur de droit, maintenant on va passer à la vraie vie. Emmanuel Barbara, rapidement. Oui, rapidement, mais je suis avocat, pas de bol. Et voilà, il ne fallait pas me mettre en dernier. Donc, on préfère un accord pour voir. Juste des commentaires qui traversent l'esprit du praticien qui a affaire aux entreprises. Mon métier consiste à assister les entreprises dans la vie économique liée au travail. Dans le fond, cette welcomerie, quand on prend le courage de la lire, et c'est un vrai courage, il m'a fallu y consacrer, je l'avoue, avec beaucoup d'humilité, énormément d'heures, parce que j'ai lu aussi l'étude d'impact, 400 pages, enfin voilà, donc c'est quand même du lourd. Voilà, donc c'est-à-dire que comme c'est pas une interro, c'est la bonne nouvelle, mais il faut quand même essayer d'en dégager une sorte de substantifique moelle en tant qu'avocat employeur. La substantifique moelle, pour moi, c'est la gestion des paradoxes. D'abord, c'est les paradoxes de l'époque que l'on vit. L'époque que l'on vit, quand dans une perspective historique, et c'était très intéressant d'avoir un cours de droit du travail de 82 à nos jours, mais en termes de perspective historique, sur le monde économique, on n'est plus dans la configuration liée à des entreprises pérennes, éternelles, avec un marché national, domestique, où PSA fait des voitures jusqu'à l'éternité. Enfin voilà, cette idée-là est totalement désormais engloutie dans ce monde ouvert, agile, pour ne pas dire
pour ne pas dire, j'allais dire volatile, etc., qui nécessite une adaptation en permanence pour ne pas rater, j'allais dire, une présence sur le marché qui est aujourd'hui mondial. On peut s'en émouvoir, mais c'est ainsi, et les entreprises françaises doivent prendre leur part, et c'est ce qu'on appelle la compétitivité. Et il se trouve qu'elle est plutôt mondiale. Donc, dans ce cadre-là, forcément, les choses ont changé, et le contrat de travail à durée indéterminée entendu comme éternel. Il suffit pour cela de regarder les conventions collectives ou assortissant les indemnités de licenciement de sommes importantes dès lors que l'on franchit les 20 ans, 25 ans. Tout ça, c'est quand même... On sent intuitivement que le contrat à durée indéterminée, même si on veut continuer à le promouvoir, ne peut plus atteindre ces durées-là. Et en plus, ça tombe bien parce qu'en termes de génération, les jeunes gens auxquels Jean-Emmanuel Ray a affaire, et moi incidemment pour quelques cours aussi ailleurs, c'est pas leur idée de rester éternellement au même endroit, etc. C'est pas leur idée, ils sont pas dans cette idée-là. Donc finalement là-dessus, bref, donc au plan contextuel, qu'est-ce que l'on voit qui est intéressant en termes de prise en compte? La loi El Khomri, et Jean-Emmanuel Ray l'a souligné au titre des principes banataires qui ne sont plus dans la loi, mais il n'empêche que son titre vise les actifs / actives depuis 2 jours. Les actifs. C'est intéressant car ce ne sont pas les salariés. Et donc, qu'on le veuille ou non, on parle d'autres types de gens. On parle des travailleurs indépendants dans le projet de loi gouvernemental, mais on a introduit un nouveau chapitre sur les travailleurs indépendants qui participent à l'activité collaborative. C'est une typologie de personnes physiques qui ressemble à autre chose qu'à des salariés en l'État. On parle aussi des fonctionnaires au travers des CPA. On parle aussi des retraités. Bon, il ne manquait plus qu'eux, mais enfin, on les a intégrés aussi dans le CPA. Mais toujours est-il qu'on parle de tas de gens, y compris des étudiants. Donc, on parle de il y a une typologie des personnes physiques qui sont appréhendées de manière globale. Le code du travail peut être en effet le lieu d'hébergement de toutes ces nouvelles normes, mais pourvu que ce ne soit pas le code du contrat de travail. Et c'est donc la question de l'hégémonie ou pas du contrat de travail, et on voit bien, ou du salariat, et on voit bien que finalement, qu'on le veuille ou non, et à son corps défendant, si je puis dire, on fait émerger une présence juridique à ces individus qui ne sont pas des salariés, et ceux dans le code du travail. Je trouve ça intéressant sur la perspective de l'hégémonie du salariat. Par ailleurs, la loi El Khomri, c'est la loi des paradoxes. Le pari de la confiance. On veut risquer la confiance à travers de la promotion de l'accord collectif. C'est absolument patent et c'est extraordinairement précis et très intéressant et très bien fait. Mais on est suspicieux parce qu'on est en France. Et donc l'idée selon laquelle l'employeur pourrait éventuellement avoir comme idée sous-jacente principale, celle de vouloir faire du mal aux salariés, est assez prégnante. Et elle est prégnante au travers de ce garde-fou très intéressant qui est l'artificialité éventuelle des montages liés au chiffre d'affaires, trésorerie et autres, dans l'hypothèse où l'employeur aurait eu l'idée de licencier les salariés. Donc on vérifiera le caractère de l'artificialité. Je rappelle que le droit général, le droit de l'abus de droit, en droit civil patenté, la fraude suffisait, mais il s'agissait de marquer que la France, comme d'habitude, a une opinion qui est, comment dirais-je, voilà, qui est mesurée à l'égard de la bride et du mort que l'on laisse sur le coût de l'employeur. Donc ça, c'est quand même intéressant parce qu'on fait le pari de la confiance, toutefois, avec des garde-fous. Autre truc intéressant, on fait le pari du collectif. On veut rénover le collectif. L'accord collectif, ça veut dire plusieurs personnes et donc une sorte de volonté de l'intérêt général s'imposant en contrat de travail. Je passe sur ce qui a été dit, mais c'était exact. Or, notre société, elle est caractérisée par quoi? Par l'individualisme. On s'en fout du collectif. Je caricature à dessein, mais simplement les indications que l'on a sur la recherche du bonheur, là je m'appuie sur la sociologie, etc., sur d'autres éléments, mais l'individualisation des parcours, et d'ailleurs la mode des comptes personnels, tout ça traduit plutôt un rapport entre moi et le collectif. Donc comment agencer la chose? C'est intéressant, c'est un paradoxe. Autre paradoxe, j'arrêterai mais je le fais quand même. Non, je fais quand même. C'est le paradoxe de l'accord collectif légitimé et surlégitimé par les 50%. La lecture qu'on peut en avoir, c'est de dire, bah oui, c'est tout ce qui a été dit est absolument patent, c'est ça l'objectif. Il s'agit de montrer que l'accord collectif, c'est-à-dire la volonté, l'intérêt général s'impose avec un renforcement. Très bien, la question est simplement, mais sont-ils vraiment légitimes, ceux qui sont représentatifs, quand on sait que le pourcentage en France, entre 1000 pays, et celui plutôt d'un tiers de 8% de personnes syndiquées, ça laisse un tout petit peu songeur. Et je rappelle que tous les collectifs de toutes sortes que l'on voit émerger de ci, de là,
n'ont de cesse de rappeler que finalement la représentativité par les corps intermédiaires ou par même les pouvoirs politiques et autres est mise en question. Donc l'intérêt ou l'amusement qu'on peut en tirer, le paradoxe, c'est bien cela, c'est-à-dire cette idée qu'on est représenté par des personnes ou des corps qui sont en l'état de 8% et dont on sait qu'on essaye par tous les moyens éventuellement de rénover la chose, syndicats de services, etc. Donc, sur le fond de l'accord collectif, de la négociation collective et des propositions de modification, et du point de vue de l'avocat que je suis, pour une entreprise, je prends un exemple caricatural, je suis l'avocat de pas mal de groupes étrangers, donc qui ont une autre culture, un autre droit, etc., et qui sont toujours, et c'est vrai que c'est le cas typique, qui sont toujours estomaqués par, entre le droit du licenciement pour motif éco, c'est-à-dire l'appréciation du motif économique, et la façon, et aussi par ailleurs la négociation collective, ces modes opératoires, etc., et les choses qu'on ne peut pas faire. Dans cette loi en question, au-delà effectivement du droit de pouvoir et de clarifier les méthodes de révision, le processus et la sécurisation attachée à un accord quand on atteint le Graal des 50%, je passe sur ce petit détail, enfin, il est important, mais en tout cas quand on a un accord, normalement l'idée c'est que c'est du solide. On a voulu appliquer ces dispositifs de négociation collective à des cas de figure extrêmement intéressants qui concernent à la fois les transferts d'entreprises et les fusions, c'est-à-dire la sécurisation des accords, des statuts collectifs en permettant, et là on se réfère au rapport Césaro, de toute façon cette loi El Khomri, elle est bardée de divers rapports qui permettent d'avancer, de montrer une forme de consensus, que ce soit Combrexel, Mettling, Césaro, Terra Nova, Institut Montaigne, etc. Donc tout ça sont des travaux, je veux dire, qui ne sont pas sortis, qui viennent de loin, si je puis dire. Eh bien, dans cette idée de sécurisation du statut collectif en cas de fusion, c'est extraordinairement intéressant ce que l'on peut faire aujourd'hui, puisque dans le temps, on ne pouvait pas, sauf jouer le pari de « je vous jure que je vous maintiendrai le statut collectif ». Aujourd'hui, on va pouvoir anticiper de manière, j'allais dire, au travers d'une négociation et favoriser, ce faisant, la fluidité du fonctionnement, j'allais dire, d'une entreprise qui en devient une autre en donnant des gages de sécurité. Donc oui, ça sécurise les salariés dans cet office-là. Autre cas de figure, le transfert d'entreprise et le cas de figure où l'on prend les salariés ou comment dirais-je, ou dans le cadre de la reprise pour les entreprises de plus de 1000, vous savez que la loi Hamon a obligé à rechercher des repreneurs en cas de fermeture de site, c'est cette loi de 2014. Eh bien, dans ce cas de figure, la loi d'aujourd'hui, potentielle, vient prendre en considération un cas extrêmement patent, évident, c'est que lorsqu'un repreneur se présente, il dit « Ok, mais moi, je n'ai pas besoin des 244 salariés, j'en ai besoin de 234, regardez, voilà ». Eh bien, dans ce cas de figure, en fait, l'histoire montre que le repreneur s'en va, le cédant continue de son PSE et tout le monde est licencié. Eh bien, dans ce cas de figure, je passe sur les modalités techniques qui sont assez astucieuses parce qu'il y a quand même un petit sujet de savoir si on fait ou pas une violation aux dispositions d'ordre public relatives à l'article 1224.1, c'est-à-dire le transfert automatique des contrats de travail en cas d'acquisition et de transfert de fonds de commerce, enfin, ou d'apport partiel d'actifs. Eh bien, dans ce cas de figure, l'on prévoit, et ce de manière extrêmement bien faite, et ça pourrait passer, me semble-t-il, mais en tout cas c'est bien fait, l'idée que le L122.12, comme on l'appelle, c'est comme les anciens francs, on a du mal à passer au nouveau numéro, mais enfin le 12.24.1 ne s'appliquerait qu'aux seuls salariés, j'allais dire, repris et non pas faisant l'objet de suppression de poste. Donc c'est intéressant parce que ça favorise le fait de conserver des gens des gens à bord, si je puis dire. Et je termine juste par un point, une considération, j'allais dire, qui est à la fois avocat et à la fois citoyen. C'est que cette loi a pâti, je parle de la com, je parle du plan de marketing, a pâti d'un seul mot. Il s'appelle précarité, ce mot. Et à partir du moment où ce mot a été prononcé en février, je veux dire, la totalité des personnes qui voulaient éventuellement en parler, parce que je mets au défi quiconque qui en parle fort bien, de manière savante, pour expliquer à quel point cette loi est effrayante, de l'avoir lu vraiment dans tous les détails. C'est le mot précarité qui a ceci de particulier qu'il pétrifie. Il pétrifie l'interlocuteur et on est là à dire mais non, pas tant que ça, parce qu'en fait la flexibilité, oui, mais c'est pour embaucher plus. Alors après, il faut mobiliser les économistes pour dire est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Bon, enfin écoutez, en tout état de cause, précarité ou pas, voilà un scoop. La vie économique moderne, et les jeunes le savent, les jeunes et même les moins jeunes savent que c'est pas tellement le mot précaire qui s'applique, mais c'est en tout cas provisoire et temporaire, et que l'idée c'est en effet de faire passer les différents états possibles. Et le CPA était une bonne idée, simplement là en l'espèce, bon, la bonne idée patine un poil parce qu'on n'est pas tout à fait au bout du processus de réflexion. J'en ai terminé, monsieur le professeur. Merci. Alors maintenant, c'est à vous. Alors, le programme, c'est questions-réponses. En principe, dans l'ordre, ça sera Claire Scoton qui répondra, parce que c'est elle qui était au cœur de la centrale nucléaire.
Et après, nous viendrons soit en soutien, soit peut-être pas en soutien. Alors, oui, est-ce que vous pouvez vous présenter à chaque fois, hein? Et je crois que le club de juristes enregistre, donc si vous pouvez parler dans le poste. Non, 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 parce qu'on enregistre. Ah, Vous savez, d'accord, très bien, pardon. ici, tout est normé. Donc, Oui, Marie Bélan des Échos. C'est une question un peu générale, mais est-ce que, vous l'avez très bien dit, cette loi, elle fait le pari du collectif. Bon, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu à revers du sens de l'histoire? Parce que vous disiez vous-même que dans les principes Badinter, le principe numéro 1, il consacre les droits de la personne au travail. Donc est-ce qu'il n'y a pas une antinomie? Alors là, c'est un peu général comme question, mais c'est intéressant quand même de voir qu'elle fait une sorte de pari qui peut-être ne va pas rencontrer beaucoup d'écho de la part des salariés. c'était là, c'est une bonne question. C'est une excellente question. Mais justement, j'allais vous dire, si on ne veut pas que le droit du travail explose, il faut privilégier le collectif. Sans ça, c'est l'opt-out. Exactement. Je ne saurais mieux dire. Et plus précisément, il ne faut pas oublier que le droit du travail, il a malgré tout été construit pour protéger le salarié. Enfin, et c'est bien toujours sa vocation. C'est-à-dire qu'on encadre la relation de travail entre un employeur et un salarié qui vient vendre sa force de travail. On sait que cette relation, elle est par définition déséquilibrée, puisque le salarié, il est dépendant du salaire qui lui sera versé aujourd'hui à la fin du mois, grâce à un principe de mensualisation pour lequel il a fallu aussi se battre. Bref. Donc le Code du travail, il est là pour protéger. Il ne peut pas protéger chaque relation individuelle aussi bien que ne peut le faire un collectif qui a un intérêt dans la performance économique et aussi dans la performance sociale d'une entreprise. Et pour le coup, l'histoire nous donne plutôt raison, en tout cas la logique de ce projet de loi sur ce point, puisque quand on regarde la façon dont se négocient les plans de sauvegarde de l'emploi, dans des situations compliquées, dans des situations de crise, de difficultés économiques, où des plans de licenciement sont nécessaires. Aujourd'hui, ces plans de licenciement sont négociés, ils font l'objet d'un diagnostic, d'une analyse entre l'employeur et les organisations syndicales. Ils sont signés à la majorité, enfin, par des organisations syndicales qui représentent la majorité des suffrages exprimés. Et ça fonctionne plutôt bien. Et les salariés, même ceux qui sont licenciés, finalement, bénéficient de mesures d'accompagnement et de retour à l'emploi. Et donc, ça fonctionne. Donc, le pari du collectif peut être relevé, me semble-t-il. Enfin, hélas, la question que vous avez posée, c'est, je crois que le terme pari, c'est toute cette loi, comme le rapport Combrexel, pari sur, il existe des partenaires sociaux représentatifs qui peuvent construire ensemble quelque chose. Et là, bon, on passe à la question suivante. Mais ça veut dire qu'il faut que ça suive. Il faut que derrière, il y ait une flexibilité en termes de révision de l'accord collectif. Et puis que le juge ne rentre pas, comme il le fait, dans l'équilibre général des conventions collectives. Monsieur ? Bonjour. Bonjour. Je ne m'entends pas. Vous m'entendez? Bonjour, Jacques Gautran, AJPME. Vous avez, Madame Scotton, rappelé l'esprit de la loi, le projet initial qui était de simplifier le droit du travail, notamment à l'intention des petites et moyennes entreprises, comme vous l'avez rappelé, c'est 95% des entreprises françaises. Et est-ce que le risque, au final, c'est que la loi n'atteindra pas ce but, puisque du fait de nombreux amendements, elle va devenir très complexe à interpréter. Et par ailleurs, le paradoxe, c'est qu'elle donne la main entièrement aux syndicats, dont on sait qu'ils ne sont pas représentés dans les entreprises de moins de 10 salariés. Donc, il va y avoir un vide juridique, puisque les entreprises de moins de 10 salariés ne pourront pas se tourner vers leurs collaborateurs qui sont justement très proches de l'entrepreneur pour faire évoluer les conditions de travail. Donc, comment vous allez résoudre ce paradoxe? Et par ailleurs, vous avez dit, et là on en revient au mal français, de finalement la discrimination entre les intentions des uns et des autres. Vous avez dit, on n'a pas voulu donner le droit de référendum à l'entrepreneur
pour éviter les chefs d'entreprise mal intentionnés. Voilà, donc on a un droit finalement qui préjuge soit finalement de la dérive du dirigeant qui ne serait là que pour licencier ou pour s'en mettre plein la poche, etc. Donc, comme on imagine qu'il va mal faire, eh bien, on va avoir une loi punitive a priori. Voilà. Bien. Donc, comment résoudre cette contradiction entre l'intention affichée de la loi et finalement ce qu'il y aura au final pour, notamment, je parle bien des TPE, hein, des moins de 10. Autre question, on va grouper les questions. Donc là, on traite accord collectif. Après licenciement économique, donc accord collectif. Madame, au premier rang. Oui, bonjour, Sandra Lacute, AFP. Juste, dans quelle mesure la branche et les accords de branche vont-elles pâtir des accords d'entreprise? Comment ça va se passer? Je reviens à la question de l'inversion des... Donc vous avez entendu au fond, dans quelle mesure les branches vont-elles pâtir de la nouvelle loi? Pas d'autres questions sur la loi majoritaire, référendum? Oui. Est-ce que vous pensez que les marges de Est-ce que vous pouvez manœuvre... vous présenter? Pardon, excusez-moi. Marianne Ray de l'Express l'entreprise. Est-ce que vous pensez que les marges de manœuvre apportées par la négociation collective peuvent être si intéressantes pour les TPE, petites PME, qu'elles auront quand même envie au final de se saisir du dispositif du mandatement, même si ça ne leur plaît pas à la base, mais est-ce qu'elles iront quand même dans cette voie? S'il n'y a pas de questions, alors juste un lien, et après je passe la parole à Claire Scoton. Il y a un lien entre la première question et la seconde question. Je crois qu'on ne va pas tourner autour du pot. Dans les TPE, pour un travailliste, c'est moins de 11, pour le fisc, c'est moins de 10. Bon. Dans une TPE, l'idée d'avoir un représentant du personnel, c'est just for fun, parce que pour un juriste, un représentant, c'est quelqu'un qui représente quelqu'un qui est absent. Il ne peut pas être absent. Bon. Donc là, grosso modo, pour une TPE, l'idée d'avoir un délégué, on me sort l'Allemagne, mais l'Allemagne, c'est vrai que le seuil est de 5, mais il n'y en a pas dans la vraie vie. Donc je crois que le sort de TPE est complètement à part. Bon, ça ne sert à rien. Bon. Et je ne vais pas vous développer, mais le mandatement... oui, bon, le mandatement, si vous connaissez, je ne vais pas développer, mais la vraie vie du mandatement, c'est quand même assez sportif. C'est-à-dire que grosso modo, c'est une demande souvent de l'entreprise qui dit « j'aimerais bien signer quelque chose ». Et donc c'est un pauvre salarié qui se voit quasiment, il est moins désigné par le syndicat que parfois l'employeur qui souhaite pouvoir négocier quelque chose. Donc le mandatement, je crois que c'est un vrai rêve, un petit peu dans une boîte de moins de 10. Hein, moins de 10. Je ne parle pas de la boîte de 60, d'accord, bon, moins de 10. Donc Claire, la question est plus brutale, c'est que va-t-il rester des accords de branche, hein, c'est ça, voilà. Oui, alors quand même juste un tout petit mot sur les TPE. La loi ne sera pas punitive pour les TPE. Elle ne part pas du présupposé que l'employeur est forcément mal intentionné. Ce n'est pas ça. Ce que j'ai voulu dire, c'est que l'objectif est de ne pas mettre en concurrence et de ne mettre personne en situation de mettre en concurrence deux sources de légitimité. Voilà. Sur les TPE plus spécifiquement, vraiment, c'est un point d'attention très fort, tant de la part du gouvernement que de la part des parlementaires. Et c'est ce qu'ils ont montré en votant un amendement à l'article réformant le motif économique, en prenant en compte les spécificités des TPE et le fait qu'une difficulté économique pour une TPE ne peut pas être appréciée de la même manière qu'une difficulté économique pour un grand groupe. Et notamment, on ne peut pas demander à une TPE de voir une baisse de son chiffre d'affaires ou une baisse de son carnet de commandes pendant 4 trimestres, c'est-à-dire pendant 1 an, 4 trimestres consécutifs, pour l'autoriser à licencier pour motif économique. Parce que, tout simplement, en étant aussi strict, on court le risque que la TPE, tout simplement, mette la clé sous la porte et licencie la totalité de ses salariés. Donc les députés ont donc adopté un amendement qui prend en compte les spécificités des TPE et des petites et moyennes entreprises. La contradiction, elle vient aussi de toutes les réformes qui ont été mises en œuvre pour légitimer, relégitimer peut-être les interlocuteurs des employeurs et donc les organisations syndicales. Et donc ce sont toutes les réformes qui ont été menées par la loi Rebsamen, là encore pour améliorer la formation des négociateurs dans le projet de loi El Khomri. Et par ailleurs, on passe aux conventions de branche.
particulièrement importante d'ailleurs pour faire la transition pour les branches qui comportent un grand nombre de TPE. Et ça ne changera pas. Et par ailleurs, le projet de loi réaffirme le rôle de la branche en cherchant à renforcer à la fois sa place et la qualité de sa négociation en prévoyant un dispositif spécifique pour restructurer les branches. Aujourd'hui, nous comptons 700 branches professionnelles dans des secteurs extrêmement variés qui parfois comptent 2, 3, 4 salariés, voire 0. Beaucoup de branches qui n'ont plus négocié depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans et qui continuent à exister et théoriquement à couvrir des salariés. Donc avec des conventions collectives, bien évidemment, qui ne sont plus adaptées. Donc le projet de loi prévoit de les restructurer pour passer de 700 à 100 branches à terme. 100 branches avec une pertinence économique et sociale, ce qui permettra de donner une couverture conventionnelle adéquate aux salariés en termes de prévoyance, de santé, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, en termes de salaires minimaux, en termes de classification, c'est-à-dire les 4 domaines clés, les 4 domaines propres à la branche sur lesquels l'accord d'entreprise ne peut pas revenir. Sur les autres domaines, en matière de temps de travail, le projet de loi parachève le mouvement qui avait été engagé ces dernières années en donnant la primauté à l'accord d'entreprise. 2 minutes pour... Et après on passe au licenciement économique. Merci beaucoup. Ça pose la question de la pertinence de la branche. En fait, votre question, quand on la regarde, on se dit, bon, ok, mais alors ça sert à quoi une branche? Alors je dis, moi, à ma manière, je ne suis pas professeur de droit, mais moi je dis, à ma manière, on est rentré dans un monde horizontal, qu'on le veuille ou non, parce qu'on pourrait parler du lien de subordination aussi, c'est les débats. Non, mais je ne vais pas le faire. Mais je dis que le lien de subordination et le travailleur indépendant, ils se ressemblent vaguement. Donc, ça pose la question de l'horizontalité du monde. Et qu'est-ce que c'est qu'une branche? C'est l'organisation verticale du monde en business. Donc, ça pose la question de sa pertinence. Et on voit bien que l'ère du temps consiste à organiser le tête-à-tête entre les organisations syndicales et l'entreprise, et moins la branche, sauf pour un seul rôle. Et pourquoi pas le rôle de gestion, j'allais dire, en voiture-balai pour les TPE. Donc ça, c'est très clair parce que le mandatement, ne rêvons pas. Et je vais vous dire, dans la vraie vie que moi je vois, ça se fait dans les yeux. Je veux dire par là que le droit du travail, soudain, vous savez, start-up, ça veut dire entreprise dans laquelle on n'applique pas le droit du travail. En fait, c'est ça que ça veut dire, on cherche le business model, on est content, on est heureux, et c'est super cool. C'est tellement cool que le droit du travail, on se le fait comme ça, droit dans les yeux, et c'est une poignée de main. Donc, peut-être, mais enfin, sur un malentendu, ça marche aussi. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut ne servir finalement qu'à ça, et probablement pour les aspects économiques les plus saillants en termes de distorsion de concurrence. Mais pour le reste, la branche, effectivement, les fusions à tour de bras, même si il y a un peu de résistance, vous avez observé, eh bien, caractérise un air du temps qui est en effet en faveur du plus petit dénominateur commun et moins la branche. Alors, on termine sur la branche. Juste une chose qu'avait abordée la commission Combrexel, c'est que la question qui s'est posée la commission Combrexel, c'est que la commission avait souhaité maintenir un haut niveau pour les conventions de branche. Mais la question, et c'est là qu'on voit que c'est difficile à gérer, c'est en premier temps, on restructure massivement les branches, parce que c'est du jamais vu depuis 70 ans. Et dans le même temps, on ne pouvait pas leur dire, c'est vous qui allez porter toute la réforme. C'est là où il y a un problème de temporalité. Une dernière question sur les branches. Oui. Je vais dire une chose sur les branches. Moi, je suis tout à fait pour la réduction du nombre de branches, puisqu'il y a plein de branches qui sont inactives et du coup, les travailleurs se voient appliquer des conventions d'une autre branche. Enfin, mais moins il y a de branches, plus il faut qu'il y ait d'accords d'entreprise, parce que moins il y a de branches, ça veut dire qu'on va réunir des entreprises de plus en plus hétérogènes, et donc on a de plus en plus besoin d'accords d'entreprise pour justement coller mieux aux besoins de l'entreprise, qui n'est pas forcément dans un secteur totalement homogène. Et moi, je vois un rôle aussi pour les branches restructurées, qui est quand même largement défectueux aujourd'hui. Ça dépend des branches, il y a des branches qui sont... Mais de prospective métier et d'anticiper les besoins de formation et dans une perspective de réforme radicale, par exemple de l'apprentissage, que nous appelons de nos voeux, eh bien, que les branches jouent un rôle pour monter des formations rapidement, les faire évoluer, etc. etc. Donc ça, je pense que ça, c'est un rôle pour la branche qui n'est pas dans le projet de loi, mais qui est juste derrière.
Dernière question sur les accords, les branches. Donc Florence Mérez, Actuel RH. J'ai juste une question pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur Ray. Le projet de loi ne le dit pas, mais l'étude d'impact le dit clairement. Il n'y aura pas de verrouillage possible par les branches. C'est-à-dire que les accords d'entreprise conclus après la promulgation de la loi s'imposeront. Et même s'il y avait des clauses de verrouillage dans les accords de branche, en quelque sorte, C'est conçu pour, oui. elles sauteront. Est-ce que ça pose un problème d'un point de vue du droit transitoire? Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème juridique, mais peut-être que vous pouvez me dire plus précisément, est-ce que du jour au lendemain, les clauses de verrouillage peuvent être verrouillées? Alors là, vous renvoyez une jurisprudence du Conseil constitutionnel sur est-ce qu'on peut porter atteinte à l'autonomie contractuelle. La réponse est l'addition que vous connaissez du 15 mars 2012 sur la loi Warsmann, c'est le législateur peut imposer cette modification à supposer que le gouvernement, en l'espèce, démontre au Conseil constitutionnel un motif d'intérêt général suffisant. Et sur l'emploi, l'emploi n'est plus un mot valise, c'est souvent un mot container maintenant. Donc, Alors, licenciement économique. Alors là, c'est un sujet de surprise. Et donc, les questions, c'est pendant 2 minutes. C'est premièrement sur la définition. Moi, j'avoue que je n'ai pas vu de difficulté sur quand j'ai vu sortir, et là que Claire Scoton ne m'en veuille pas, mais quand j'ai vu sortir le projet de loi disant voilà le motif économique du licenciement avec 3 tiroirs et 2 armoires, et après on pourra modifier ça par accord collectif, je dis là c'est l'usine à gaz vraiment génial, absolument génial. Donc là, que Sirug ait dit non, la définition c'est d'ordre public, franchement ça ne me choque pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. On ne voit pas pourquoi une entre. Bon. En revanche, et c'est là qu'il faut mettre les pendules à l'heure, et je pense que ma voisine de gauche ne me contredira pas, sur le licenciement économique, vis-à-vis d'une boîte internationale, ça c'est le chiffon rouge, mais c'est le chiffon rouge du travail français. Alors c'est là qu'on est entre Français, donc on sait entre nous que nous illuminons le monde depuis 1989, de notre intelligence, de notre rapidité. Il y a 6 milliards de personnes qui n'ont pas encore compris. Mais moi, comme dirait l'autre, ça m'interpelle un petit peu quand même de penser que je m'appelle IBM, je ne suis pas une entreprise française, et si la loi Macron n'était pas venue, en clair, ça on est dans l'optique loi Macron a dit le reclassement ne serait plus dans le monde entier. Je vous défie de trouver un employeur qui n'est pas français, à qui on imposerait d'arrêter ses embauches parce qu'on licencie 3 personnes en France. Donc la loi Macron a dit le reclassement, c'est sur le territoire français. Même logique. Allons-y. Sur la définition, c'est bouclé. À mon avis, c'est une mauvaise idée de faire un listing, parce que je suis juriste. Vous faites un listing à un juriste, il vous répondra oui, mais à contrario, monsieur le TPE, vous avez perdu 95% de votre chiffre, que sur 2 mois. Enfin, à mon avis, c'est la fausse bonne idée. Sur, allons-y, le gros morceau, là c'est un gros morceau, et on répondra si ça va à vos questions, c'est quel est le périmètre d'appréciation par le juge des difficultés économiques au-delà sauvegarde. Alors, la bonne nouvelle pour les investisseurs étrangers, c'est que vous êtes américain, vous dites je vais acheter le code du travail français pour connaître les règles. Vous lisez jusqu'à présent, avant la loi El Khomri, vous lisiez le code, il y avait difficultés économiques, mutation technologique. Il n'y avait pas dans le code sauvegarde de compétitivité. Donc là, on intégrera dans le code ce qui fait l'essentiel du contentieux aujourd'hui, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, d'accord. En clair, les règles seront dans le code, ce qui est novateur. À partir de là, allons-y. C'est un sujet qui est sans fin. C'est pour ça que je crains le pire, parce que Sirug s'est mis à tout sauf à ça. En clair, il a résolu comme un préjudicateur tous les problèmes, mais là, il a dit là c'est plus possible. Bon, il a donné rendez-vous en séance publique pour ce périmètre. Alors là, je pense que c'est un grand moment. Pourquoi ? C'est qu'aujourd'hui, depuis un arrêt de la Chambre sociale, et là je me permets de dire que j'ai beaucoup d'amour, d'affection pour la Chambre sociale, mais quand on me dit cette loi est attentatoire à la jurisprudence, je dis bien sûr que oui, quel est le problème ? Que je sache, ce n'est pas le juge qui fait la loi. D'accord ? Ce sont les représentants dans une démocratie. Donc qu'on casse une décision de la jurisprudence, ça n'a rien de choquant, rien du tout. Ça s'appelle une démocratie. À partir de là, allons-y. Je suis dans un groupe mondial, et si vous fréquentez les groupes mondiaux comme ma voisine, si vous voulez, ils demandent de répéter, quoi. Je vous rassure, je ne suis ni consultant ni avocat, donc n'y voyez pas d'appel au peuple. Je suis fonctionnaire, je suis très heureux comme ça. Donc, fin de la parenthèse. IBM licencie 12 personnes à Chalon-sur-Marne. Le conseil des prud'hommes de Chalon-sur-Marne peut dire à IBM Word, qui ne se prend pas pour une PME, donnez-moi vos comptes consolidés du groupe et au sein du compte mondial du secteur d'activité du groupe. Et là, si vous voulez, il doit dire attends, je m'assieds, tu peux me répéter là ? Parce que c'est... Pour nous, Français, c'est la jurisprudence d'avril 95. Mais pour un groupe international, c'est... Alors, qu'est-ce qu'a fait British ? Les Anglais sont toujours très libres. Ils ont dit en 2 mots anglais, que je traduis en France, va te faire foutre. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsqu'un groupe refuse de donner ses comptes secteur par secteur,
La Chambre sociale dit, il n'y a pas de souci, vous ne donnez pas, il y a un défaut de cause réelle sérieuse, automatiquement. Donc là, c'est un chiffon rouge pour les groupes étrangers. D'accord ? Alors, sur le licenciement économique, définition, périmètre, tout va bien, merveilleux. Non ? Oui. Oui. Alors, Je suis désolée, non, je veux juste poser une question sur... j'ai assisté la semaine dernière à un petit déjeuner d'un cabinet d'avocats concurrent au vôtre. Je suis désolée, mais il y avait 2 DRH de groupes internationaux qui se témoignaient, qui disaient finalement cette mesure elle a été faite pour les groupes étrangers, mais nous ça ne nous intéresse pas tellement, mais je n'ai pas compris pourquoi, parce que on ne fait pas de consolidation pays par pays, on fait des consolidations par business unit. Donc du coup on n'a pas le compte de la France, et donc finalement, nous, on ne va pas s'en servir parce que ça ne va pas nous servir. Pardon, mais précisément, la dame en question, elle est maintenant bien... Enfin, je veux dire, elle devrait être contente, en d'autres termes, si on se contente du territoire national. Juste un point. J'ai eu une affaire pendante dans laquelle je suis au prud'homme. J'ai eu le tampon de la Directe pour un PSE, pour une fermeture d'usine en France. Etc. Donc avec un PSE, donc, avec un accord collectif majoritaire, enfin tout ça très bien. Et donc je suis maintenant sur la question cruciale du motif. C'est-à-dire que ça se fait à la fin de tout. Après 18 mois difficiles, etc., on va se poser la question du motif, judiciairement. Et ce qui est intéressant, on le voit au travers surtout du licenciement des personnes, des représentants du personnel, on nous dénie un motif économique pour le motif suivant, c'est que certes, les pertes depuis 3 ans, pas 3 mois, pas 4 trimestres, 3 ans de cette entreprise, de cette usine française, assortie d'une injection de 10 millions d'euros pour laisser la requinquer, eh bien, certes, elle est en perte, donc là-dessus, il n'y a pas de débat, mais le débat n'est pas là. Elle est que, figurez-vous qu'à Mexico et à Singapour, le même produit, dont j'ai oublié les caractéristiques parce que c'est l'histoire d'acier, peu importe, sont, heureusement pour la boîte, positifs. Et donc, si on fait la somme arithmétique, etc., le truc est à square. Donc, en d'autres termes, en France, on a des pertes abyssales, mais la règle, etc. Alors là, je me pose juste une question, au-delà du sentiment d'injustice, etc., qu'ont les patrons qui ne sont pas en France, quand on leur explique le sujet. Mais je me dis, mais à quel titre les salariés de Mexico et de Singapour, ou peu importe les patelins, doivent-ils être mutualisants et ou solidaires du soldat français qui est en perte enfin, je veux dire, on peut retourner la proposition, c'est-à-dire de dire les entreprises internationales vont s'arranger pour faire en sorte de créer les conditions d'un licenciement motif économique en France, la fameuse artificialité à venir. Mais à l'inverse, pourquoi faut-il décréter une solidarité internationale pour sauver une entreprise française dès lors qu'elle ne remplit pas les canons, j'allais dire, normaux, attendus normalement, d'une rentabilité normale, etc. C'est une vraie question que je trouve vraiment intéressante, qui montre une forme enfin, je veux dire, d'appréciation et de représentation du monde qui, quand même, pose une vraie question. Et quand vous dites ce que je raconte en anglais, c'est-à-dire quand vous parlez à l'américain, vous l'expliquez que son secteur d'activité, etc., fait qu'il est bon et que par conséquent, on ne peut pas licencier ces personnes parce que tant pis, eh bien, je vous garantis que dans les yeux, mais là, il faut le vivre physiquement, ils vous regardent comme un ovni et pas de la manière la plus favorable. C'est-à-dire par là qu'il y a une forme de... Vous voyez, il n'est pas content parce qu'il ne comprend pas la phrase. Et donc voilà, enfin, on en est là, et donc j'espère vraiment que cette histoire de périmètre, mais à l'évidence c'est un chiffon rouge écarlate qui est mis entre les mains de la représentation nationale, et c'est dommage parce qu'il faut faire en sorte que tout le monde joue la compétition, et qu'en embuscade on aura l'artificialité, etc., et l'abus de droit pour empêcher mais là encore c'est la manifestation d'une suspicion irrépressible, insurmontable de ce qu'un employeur, par hypothèse, veut faire du mal à ses salariés français entre mille. Français. Et pourquoi ? Le sous-jacent, c'est parce qu'on sait qu'il paraît que les gens pensent que le code du travail serait rigide. Vous voyez, donc on alimente tout seul nous-mêmes cette histoire et on n'en sort jamais. Il faut essayer de renverser la vapeur, faisant le pari risqué de la confiance. Un mot clair avant de terminer sur déconnexion nouvelles technologies. Oui, alors simplement pour rajouter une micro-phrase par rapport à ce qui vient d'être dit, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les groupes florissants à l'étranger, souvent ils ont les moyens de payer les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc ils peuvent prendre le risque. Donc ça n'est pas une mesure qui va forcément faciliter les licenciements de ces grands groupes. Ça c'est une précision. Autre précision, on a beaucoup parlé des groupes par rapport au périmètre national, et c'est évident que c'est une mesure groupe, mais la codification de la jurisprudence, notamment sur la sauvegarde de la compétitivité, mais aussi sur les pertes d'exploitation, et la Commission des affaires sociales qui a rajouté l'excédent brut d'exploitation,
Ça, c'est en direction des entreprises qui n'ont pas les moyens de se payer des avocats qui leur expliquent toute la jurisprudence de la Cour de cassation. Et donc, c'est en direction des petites, des très petites ou petites et moyennes entreprises. Et enfin, sur la question des seuils donc, qui demeurent aujourd'hui effectivement automatiques dans le projet de loi à ce stade de l'examen parlementaire pour le carnet de commandes et pour le chiffre d'affaires. Alors là, on peut effectivement souligner le risque d'a contrario. On peut au contraire souligner le fait qu'aujourd'hui, il y a des disparités de jurisprudence. Donc, un employeur de TPE-PME ne peut pas anticiper, ou avec grande difficulté, l'issue d'un contentieux. Là, ça sera un critère simple et qui lui permettra donc d'anticiper le risque contentieux. Le droit à la déconnexion ? Oui, juste une phrase. 2 chiffres. Les licenciements personnels donnent lieu à coup de louche à des contentieux à hauteur de 25%. Les contentieux pour motif économique, c'est 2,5%. Donc vous voyez l'opposition entre l'espèce de gros chiffon rouge, oulalalala, et la réalité du contentieux. Il y a 10 fois moins de contentieux sur les licenciements personnels. Mais c'est un effet chiffon rouge qui est très, très important. Oui, c'est 5% de licenciements, bien sûr. Je vous rappelle que chaque mois, il y a entre 3 et 4 fois moins de licenciements économiques que personnels. Il y a peut-être un rapport entre les deux, d'ailleurs. Oui. Juste très rapidement, Marie-Françoise Clavel. Définition du licenciement économique, parce que j'ai entendu plusieurs fois qu'en fait, à partir du moment où vous avez où la loi définirait des critères, il y aurait une certaine automaticité, c'est-à-dire que dès lors que l'employeur pourrait justifier d'au moins un des critères qui serait énuméré, et après, en fonction de la durée, etc., en fonction de sa taille, du coup, il y aurait un caractère automatique de la cause réelle et sérieuse. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer cette interprétation, et du coup, quel est le rôle du juge quel est le rôle du juge dans ce cas-là? Et juste une observation, c'est que dans la présentation que vous nous en avez faite des problèmes des TPE sur le licenciement économique, en fait, ce que vous avez mis en avant, c'est plus les problématiques de la rédaction, en fait, de la lettre de licenciement, plus quand même que de la contestation, en fait, du motif économique. Et juste quand on regarde, pour compléter ce qu'a dit Jean Ménoret, quand on regarde quand même la jurisprudence sur le motif économique, en fait, il y a quand même très peu d'entreprises qui perdent sur véritablement les difficultés économiques, et par contre, il y a proportionnellement beaucoup plus d'entreprises qui perdent sur les problèmes de rédaction, en fait, de la lettre de licenciement et de l'obligation de reclassement, qui sont, me semble-t-il, des questions beaucoup plus, pour le coup, posent quand même des difficultés plus importantes. Il nous reste 5 minutes. Claire Scoton sur est-ce que le licenciement sera automatique? Non, alors le juge aura toujours, bien évidemment, pour objectif et pour rôle d'apprécier la réalité du motif et le sérieux, voilà, donc cause réelle et sérieuse du motif économique. D'autant que les députés souhaitent introduire le caractère substantiel, donc une appréciation un peu plus qualitative et encore moins automatique de ces différents critères. Donc le rôle du juge, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on codifie la jurisprudence d'une certaine manière, le rôle du juge ne sera pas bouleversé sur ce point-là. Là où il sera effectivement, où il va faire l'objet d'évolution, c'est en ce qui concerne l'appréciation du périmètre des difficultés économiques pour un groupe. Où là, effectivement, il n'aura plus à demander des résultats d'un secteur d'activité, d'un groupe au niveau mondial, en l'état du texte, pour apprécier les difficultés de ce secteur au niveau mondial. Mais en revanche, il appréciera bien toujours le caractère artificiel, puisqu'il s'agit d'éviter des montages de trésorerie, par exemple, pour assécher une filiale financière, ce qu'il peut faire aujourd'hui et ce qu'il pourra bien évidemment toujours faire demain. Alors, il nous reste 5 minutes sur les nouvelles technologies. Moi, j'avoue que la loi El Khomri est très intéressante, mais pour vous dire la différence entre, je ne sais pas si vous étiez étudiant il y a une vingtaine d'années, mais aujourd'hui, quand je fais cours dans la maison d'à côté, rue Saint-Guillaume, dans l'amphiboutmi, vous vous rappelez, d'accord, pour ceux qui ont été, j'ai 700 MacBook Air devant moi. Vous voyez un peu l'ambiance, d'accord? Je ne vois plus étudiants, d'accord? Je vois 700 pommes, d'accord?
Et parfois, il y a un groupe qui est uni autour d'une pomme. En clair, ils regardent un film. Et si vous voulez, quand je vois le El Khomri qui nous parle de subordination, allons-y sur le droit à la déconnexion, on terminera par là si vous voulez bien. J'avoue que en 2002, j'ai écrit un article de droit social qui s'appelait « Le droit à la déconnexion, droit à la vie privée du XXIe siècle ». Je dois avouer que depuis 2002, je ne défendrai plus aussi fermement le droit à la déconnexion. Pourquoi ? C'est qu'en 2002, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook. En clair, la connexion est une connexion assez horizontale finalement. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais c'est absolument terrible. Hein. C'est grosso modo leur portable, c'est pas un portable, c'est leur troisième main et c'est toute leur vie. Résultat, si vous voulez une provocation avant de passer aux questions en quelques minutes, c'est je pense qu'un jour, si jamais vous enlevez un collaborateur, vous dites « Rends-moi ton portable », d'accord ? Un jour, on se retrouvera dans la cour de Strasbourg pour traitement inhumain et dégradant. Alors, sur le droit à la connexion, alors, juste une chose, la loi dit que les syndicats auront accès à l'intranet. Avant, c'était par accord collectif. Maintenant, ils auront accès à l'intranet sans accord collectif, bien que l'accord collectif soit souhaitable. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que je crois que sur l'intranet, en grosso modo, on ne peut pas accepter que n'importe qui s'installe sur un intranet. D'accord ? Il y a des questions de sécurité informatique. Et il y a un amendement qui était en ce sens, ça me paraît tout à fait important. Sur le droit à la déconnexion, après cette pirouette, avez-vous des remarques ? Grosso modo, le droit à la connexion, on est bourreau et victime. C'est que quand quelqu'un me dit rends compte, j'ai reçu aujourd'hui 150 courriers électroniques, alors si je veux le fâcher, je dis moi aucun. Et là, il me regarde, l'air t'es harcelé. Bon. Et deux, on est tous victimes et bourreaux. En clair, ça ne relève pas du droit, le droit à la connexion. Il faut des règles collectives. Mais il faut apprendre à s'arranger avec les courriers électroniques. Ceux qui me disent ça, je leur dis, t'as exprimé combien de courriers électroniques ? Ben, ils me disent 175. En clair, ils viennent de quelque part. Et ce n'est pas le droit qui va réglementer ça. Et juste un exemple. Dans les groupes mondiaux, l'idée de dire droit à la connexion, vous voyez ce que je veux dire ? Dans un groupe qui fonctionne 24 heures sur 24 sur le monde entier, quand est-ce qu'il a le droit de se déconnecter ? C'est une question de pratique sociale, de régulation interne. Ce n'est pas la loi qui va permettre tout ça. Alors, oui, quelques questions, les dernières. Alors, ça sera... Alors, Claire. Est-ce que j'ai un droit à la défense ? Oui, 2 minutes. Alors, droit à la déconnexion, on est d'accord. Ce n'est pas à la loi de dire à 20h, tous les serveurs s'arrêtent. Pendant vos vacances, tous les mails que vous allez recevoir seront automatiquement détruits, etc. etc. Ce sont des règles collectives, vous l'avez dit. Règles collectives, en droit du travail, on ne sait pas faire autrement que de passer par un accord et par une négociation. Et le choix a été fait, effectivement, d'introduire cet item du droit, des modalités d'exercice du droit à la déconnexion dans la négociation sur la qualité de vie au travail et sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, on ne peut pas, dans les murs, entre les 4 murs de la rue de Grenelle ou de la tour Mirabeau, où se situe la Direction générale du travail, inventer des dispositifs qui soient adaptés à telle entreprise start-up, par exemple, avec des jeunes qui sont effectivement qui ont comme deuxième main, troisième main leur smartphone, ou un groupe international où les cadres sont sans cesse dans les avions avec un décalage horaire, etc., et travaillent dans leur hôtel, etc. Malgré tout, pourquoi l'introduire dans la loi ? Et pourquoi en faire un item de négociation ? Aujourd'hui, multiplication de l'utilisation des outils numériques, des smartphones, des ordinateurs portables qu'on ramène à la maison, parce qu'on se dit que ça va permettre de